Je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas le genre de représentation de BDSM qu'on a l'habitude de voir. C'est préparer le petit-déj, c'est faire le ménage. C'était vraiment un très beau moment de cinéma populaire, intelligent, à la fois hyper con et assez bien foutu. C'est pardonnable parce que c'est une comédie, mais c'est aussi frustrant parce que c'est une comédie justement. C'est un sujet extrêmement casse-gueule. Je trouve que le réalisateur, c'est vraiment une performance de funambule en fait. Tout est malin depuis le générique de début jusqu'au générique de fin. Très belle performance d'acteur d'ailleurs de la part de Jessie Buckley, qui avec des moments en fait a des espèces de syndrome de Tourette où elle dit des mots avec un accent anglais alors qu'elle parle avec un accent américain. Pour le coup, je pense que techniquement c'est difficile à faire. Artistiquement, on se demande pourquoi elle l'a fait. Mais enfin, ça, Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se demandera jusqu'où aller par amour, ressusciter une jeune femme assassinée pour en faire sa compagne, devenir le soumis d'un biker dominant. Avec The Bride, troisième long métrage comme réalisatrice de Maggie Gyllenhaal, elle revisite le mythe de Frankenstein, tandis que Pillion, premier long métrage du Britannique Harry Layton, signe une comédie romantique. On en débattra avec les codes du BDSM. Et puisque pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même, Nicolas et Bruno confrontent Laurent Lafitte à son double en mieux dans Alter Ego. En focus du jour, on se demandera si le cinéma français aime filmer la ruralité. Et en fin d'émission, carte blanche à Rita qui nous parlera de son amour très personnel pour la Award Season, c'est-à-dire la saison des récompenses. Silence, moteur, la perche est dans le cadre et on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde. Salut Yuri. Bonjour. Comment tu vas ? Bah écoute, pour l'instant ça va, j'ai peur de me faire enchaîner là, mais... Non, mais j'ai encore rien dit. Salut Alban, salut Laurent, Bonjour. salut Manon, salut Rita. On est restés sur les canapés genrés, je sais pas pourquoi. Toutes les semaines C'est c'est pour pareil. Félix, parce que tant qu'il revient pas, on fait la grève. Et ben écoute, très bien. Très bien, ça me va. En plus, Yuri et moi, on est aussi... moi je suis côté fille, il est côté garçon. Comme chaque semaine, on commence avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et c'est ma voix qui est au perché. Rita, est-ce qu'on a eu du courrier cette semaine ? Oui, comme chaque semaine, vous nous écrivez. Alors, on vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner sur nos réseaux sociaux divers et variés, de laisser des likes, des commentaires. Comme ça, on vous répond. Et d'ailleurs, cette semaine, on rentre en conversation avec l'un d'entre vous et on en est ravis. Mais avant ça, parce qu'on a quand même 2 messages qui m'interpellent cette semaine, donc je continue sur ma lancée. Les gens t'écrivent beaucoup à toi. Et à Laurent. Et encore une fois, soit vous n'aimez pas les gens du signe astrologique vierge, soit vous n'aimez pas les vieux, mais faites ce que vous voulez avec ça. On a une personne que je vais nommer parce que pour le coup on s'écrit parfois, c'est Alexis Mas de Condor qui est distributeur et dont on adore les sorties et la manière de promouvoir les films par ailleurs, qui nous écrit: il faut que j'offre notre intégrale Parker Lewis en coffret à Laurent suite à sa carte blanche. ce serait un honneur. Oh. Et alors j'en profite pour dire, si vous avez quoi que ce soit à nous envoyer, on sait qu'il y a des distributeurs qui nous écoutent. Écrivez-nous en DM ou par mail, on vous enverra notre adresse et on prend avec plaisir et on fera des plugs en vidéo et tout et ça sera super. Gagnons de l'argent. En fait, tu veux vraiment qu'on se fasse acheter par des distributeurs. Non, mais c'est Moi, bien. je veux voir Laurent déballer Parker Lewis et tout en Genre vidéo. faire un unboxing de Ouais. Bon bah c'est un DVD. Ça, on fera Non mais tu le fais en Si vous voulez voir des unboxings de Laurent, n'hésitez pas. Tu le fais en SMR et t'es en mode genre le plastique. En tapant comme ça dessus. D'ailleurs, tant qu'on est sur Laurent, on a Valentin qui nous dit, Valentin pas le nôtre, un Valentin qu'on ne connaît pas, qui nous écrit sur Spotify pour dire que Laurent is Brat, suite à la review de Laurent de l'album Brat de Charlie XCX. Et franchement, c'est 20 sur 20. C'est réel, c'est vrai, totalement réel. Alors Valentin qui je crois est un auditeur historique puisqu'il nous suit depuis Extérieur Nuit. Il me semble que Bravo à c'est quelqu'un lui. qui... Bah, Et franchement, je Valentin, crois merci, que c'est bravo. lui qui a dit qu'il était déçu qu'il n'y ait pas Gilgamesh dans les Vraiment toutes les meilleures dans le références. stand-up. Bravo à lui. Ouais, hein, bravo à vraiment. Valentin. On a une personne qui nous dit merci pour la discussion sur Jim Jarmusch. Je découvre beaucoup de chaînes consacrées au cinéma en ce moment et la vôtre est très appréciable. Entre parenthèses, les autres aussi. Merci à lui. Est-ce que cette Alban a personne dit est sur. suisse On peut remercier les J'allais autres. dire, Alban nous a dit qu'il était suisse, possiblement. Est-ce qu'on peut féliciter les autres aussi? Bah, Les franchement, autres bravo à toutes et chaînes, on les tous, connaît sauf pas, mais- certaines. Mais Ah, tu veux qu'on soit bon joueur avec les autres chaînes de... Moi, je suis pour que vraiment on soit pas dans un truc de concurrence. C'est Non, parce l'amour, qu'on est c'est dans le l'amour, partage. c'est le thème de mon intro. Ouais, bah tu vois. Et enfin, on a donc les 2 commentaires qui me visent très directement, donc ça tombe bien que ce soit moi qui m'occupe de ça. Claudine, notre chère et tendre, qui me dit Oh Rita, comment parlez-vous d'Out of Africa? Emoji choqué, 3 points d'interrogation. OMG en majuscule. Un de mes films cultes et que je n'ai jamais oublié, contrairement au son des souvenirs d'un ennui abyssal, et pourtant cette idée de capture de son était intéressante. Ce que disait, il me semble, vous autres, quand Mhm. vous en Oui, tout à parliez. fait. Et Josh O'Connor est si, entre guillemets, cute.
Et là, d'un coup, Claudine et Manon. Sinon, pour le film Woman and Child, même si ça tendait beaucoup vers le mélo à rebondissement, le recasting était vraiment bien et c'est une critique de la société patriarcale en Iran et de la violence physique et morale des hommes. Ciao. Elle finit comme ça son message. Franchement, j'adore Claudine. Moi, j'adore ces messages et je fais un coucou à ma maman qui adore aussi Out of Africa et qui est tout aussi choquée de ma manière d'en parler. Mais tu t'es même demandé si Claudine était peut-être ta maman parce que elle aurait réagi pareil. Mais Félix a pensé que c'était la sienne à un moment, donc c'est peut-être. Moi, j'adorais vraiment. Il faut qu'on c'est notre mère à tous. Moi, j'adore comme elle donne aucun indice, alors que toutes les semaines, on a des interactions avec elle. Ça se trouve, elle a 14 ans. Enfin, tu vois, un truc. Mais surtout Claudine, moi, je pense que limite, il faut vous inviter parce que vous voyez plus de films que nous et ça me fascine. C'est vrai. À moins que vous soyez un homme bizarre. Mais ce sera peut-être encore mieux si c'est un homme bizarre. On sait rien. Et enfin, on a la réponse de la personne que j'ai un peu alpagué la semaine dernière parce qu'il avait fait un commentaire un poil abrasif. Parce que t'as pas lu les comics de Maigret. Parce que j'ai pas lu le comics de Maigret, qui s'en excuse et qui dit qu'en fait c'était de l'humour comme une bienveillance et qui voulait partager sa passion. Et ensuite, comparer Simenon et Miyazaki me semblait être une approche intéressante et in fine, je parlais surtout cinéma et difficultés d'adaptation. Je ne prendrai pas comme des devoirs à faire de lister les 10 meilleurs Maigret, mais comme un cadeau que je me ferai à quelqu'un que j'aime bien. Si Rita me fait le cadeau de me conseiller 5 œuvres de la littérature marocaine, je ne connais que Driss Shreibi et l'inspecteur Ali, un collègue de Maigret. Je serai ravie, et même sur un ton professoral, sans rancune. Et merci de nous lire et de réagir. Et franchement, cœur sur toi. Cœur sur vraiment, meilleur commentaire. Est-ce que t'as 5 œuvres à lui conseiller pour la semaine prochaine? Non, mais je peux dire qu'il faut lire Fatima Mernissi, qui est une fondatrice du féminisme marocain. Je peux dire qu'effectivement, Driss Shreibi, c'est vachement un auteur intéressant. Abdellah Taya, et notamment Le Bastion des larmes, qui est son dernier roman qui vient de sortir. Et j'ai jamais lu Leila Slimani, donc je peux pas, peux pas parler de la représentante nationale, mais je m'arrêterai là pour l'instant. Et je ferai les 2 autres la semaine prochaine. Mais merci beaucoup à toi et pareil, sans rancune et avec beaucoup d'amour. Et moi, je tiens juste à dire que sur notre focus du coup sur l'humour au cinéma, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'on n'avait pas mentionné des œuvres qui leur semblaient intéressantes de mentionner. C'était Eddie Murphy Raw, qui visiblement est super, et Ensemble c'est tout, et j'avais complètement oublié, mais dedans il y a Laurence Stoker qui en fait est bègue et réussit à dépasser le fait qu'il bégaye par le fait de faire du stand-up. Voilà. Mais c'est pas vraiment le sujet du film. Non, mais c'est des personnages effectivement de comiques, mais voilà, et j'ai pas vu Eddie Murphy Raw, il paraît que c'est vraiment super. Non, t'es vraiment scandalisé, vraiment. Bah non, mais genre, ça va, la liste est longue. Quoi. Calme-toi, Alban. Yuri, box-office de la semaine? Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 quoi. Quels sont les films qui trônent au sommet du box-office? Eh ben, tu pleures? Oui, non, parce que je répète cette phrase toutes les semaines. J'essaie de changer la tonalité, tu vois. On est dans une boucle temporelle, c'est le jour de la marmotte, again, puisqu'il s'agit plutôt du jour du marsupilami, qui est toujours franchement pas mal, qui est en première place du box-office avec 785 000 entrées, qui va donc dépasser la semaine prochaine, je pense, les 5 millions d'entrées, ce qui en fait officiellement le plus que le film de Chabat, il y a maintenant plus de 10 ans. Scream 7 qui le suit de très loin, puisqu'il fait seulement 456 000 entrées sur sa première semaine, et il est suivi en 3e position de Chers parents, qui lui fait 356 000 entrées. Donc encore une fois, un film français se glisse dans ce top 3. Et je voulais donc faire un petit pont avec les news, puisque on a eu comme information que le mois de février avait fait plus de 18 millions d'entrées. Je crois que depuis le début de l'année, on a une fréquentation qui est en hausse de plus de 25% par rapport au même moment l'année dernière. Donc voilà, c'est c'est un bon signe que les salles sont plutôt en bonne santé en ce début d'année 2026, qui est un peu morose sur d'autres plans, et qui par ailleurs du coup permet aussi à une riche variété de films d'exister. Donc on est plutôt moi je trouve ça plutôt encourageant, puisqu'on en parle quand même chaque semaine. On voit un peu les films qui ont du mal à exister, d'autres qui surperforment un peu. Là, il y a un semblant en tout cas d'équilibre. Les films semblent beaucoup plus trouver leur public que les films de l'année dernière, donc on est plutôt content. Voilà. Bah, c'est trop chouette. Et la cérémonie des Césars a eu lieu. D'ailleurs, on l'a regardé tous ensemble. Yuri. Absolument. Et on a donc vu comment l'attachement de Karine Tardieu a gagné le prix du meilleur film, puisque c'est donc ce film avec Valeria Bruni Tedeschi qui raconte
l'histoire entre ce personnage et comment elle s'attache plus ou moins à un enfant dont la mère décède au début du film. Je pense qu'on peut le dire parce que c'est le point de départ de l'histoire. C'était un palmarès assez surprenant, assez varié. Disons peut-être qu'on a rencontré Karine Tardieu et qu'on a fait une interview d'elle. Mais j'allais venir en fait, Elisabeth. Qui est disponible en podcast. Bref, c'était donc une cérémonie assez riche et variée qui a aussi vu récompenser des scénarios, le scénario de L'attachement ainsi que le scénario d'Un ours dans le Jura, écrit par Sarah Kaminski et Franck Dubosc. Donc c'est Sarah Kaminski qu'on a reçu aussi en podcast. Mais en fait, tu me laisses pas terminer ce que je veux dire, c'est très chiant. Moi, je suis juste là pour placer les podcasts. Donc bref, voilà, on a interviewé en effet à la fois Karine Tardieu, Manon, il me semble, et Romane. Vous aviez interviewé Karine Tardieu au moment de la sortie du film, et on a également interviewé Sarah Kaminski dans notre format Tendre la perche. Si vous voulez redécouvrir ces entretiens, ils sont tout à fait disponibles en podcast et on en est très content puisque ce sont des super entretiens. C'était des très bons moments et c'est des films qu'on a beaucoup aimés par ailleurs. Et globalement, on a plutôt, je crois, apprécié la première partie de la cérémonie qui était assez riche et drôle. La deuxième, en tout cas pour ma part, je me suis un peu plus fait chier. Voilà. Je pense que dans toute cérémonie, après l'euphorie de la première moitié, ça ralentit trop généralement. Et puis c'est les prix où les gens prennent le plus de temps pour remercier parce que ça devient les prix les plus en plus médiatisés, en tout cas pour ne pas dire importants. Oui, avec ce truc insupportable qu'au début ils envoient la musique au bout de genre 30 secondes et après par contre on n'envoie plus la musique et les discours ça traîne. Moi j'ai pas regardé parce que j'en ai vraiment rien à foutre, mais j'ai vu quand même Isabelle Adjani quoi. Le seul truc que j'ai retenu, c'est ça. Ah bah alors si vous n'avez pas suivi le moment avec Isabelle Adjani, regardez-le sur YouTube s'il vous plaît. Et mention spéciale à Alison Wheeler qui a fait le meilleur moment de la soirée. Oui. Complètement. Voilà. Mention spéciale à Franck Dubosc qui remercie Abel Gance pendant son discours. et Philippe Lachaud. Et Philippe Lachaud, oui. Totalement. Et ensuite, en autre news dont on voulait vous parler ce soir, je pense que c'est bon pour vous. Absolument. On voulait vous parler du rachat de la Warner. Alors, vous avez dû voir passer, et c'est un peu confus parce que c'est à la fois une news business, et normalement, c'est le genre de choses qui ne transpirent pas dans la culture plus grand public, mais là, c'est important pour nous parce que la Warner, qui est un studio historique à Hollywood, un des premiers, a été, a priori, parce que tout peut basculer encore, va être racheté par Paramount. Ce qui est fou parce qu'il y a 2-3 mois, à ce même micro, je vous disais qu'il avait été racheté par Netflix et que c'était conclu. De fait, ça a changé. Ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est que Paramount a assuré, donc Paramount qui est actuellement possédé par David Ellison, qui est un fils de milliardaire, c'est vraiment à peu près tout ce qu'il a fait, à part avoir Skydance, qui était une boîte de prod qui a coproduit beaucoup de Booz et quelques Missions Impossibles. Il a racheté Paramount l'année dernière avec l'argent de son papa, et cette année il rachète la Warner toujours avec l'argent de son papa, ce qui crée une consolidation. Pas que l'argent de son papa, pas que avec problème. Alors voilà, et notamment il rentre dans une dette assez monumentale pour acheter la Warner maintenant, puisque la Paramount c'est une entreprise qui vaut pas grand chose à côté de Warner, là où Netflix est beaucoup plus gros, en fait c'est un plus gros poisson que la Warner, donc ça aurait été déjà un peu plus logique, d'autant plus pour finir sur tout ça, ce qu'ils ont racheté avec de l'argent un peu shady, notamment d'Arabie Saoudite, où on n'est pas très bien sûr de comment est-ce que c'est financé, et il y a plein de gens qui même pendant un certain temps, Warner n'était pas sûr du fait que Paramount pouvait backer en fait pour de vrai son offre. Tout ceci étant dit, David Ellison, le fameux FISA, a promis que dans les choses qu'il va maintenir, il va y avoir Warner qui va rester un studio indépendant. Ils vont continuer à sortir. Il a promis 15 films par an pour chaque studio, donc 30 films en salle. Impossible. Ça va jamais arriver. Ça va arriver la première année. Il va y avoir 1000 fours. Et l'année d'après, ils vont dire, suite au résultat, on va passer à moins. Larry Ellison, en plus, le père du mec qui est quand même un gars extrêmement sombre, qui est le fondateur d'Oracle, qui est une boîte d'informatique, et qui est... Cet homme a vendu son âme, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il est full trumpiste et cinglé, et conspi et chelou. C'est un vrai détraqué, c'est un authentique. Et David Ellison, donc le fils, quand il a bossé sur les Missions Impossibles, il a tellement énervé Tom Cruise que Tom Cruise a demandé à ne plus être dans la même pièce que lui pendant plusieurs années. Donc là, apparemment, ça s'est plutôt réglé entre eux, mais pas trop. C'est-à-dire que là, on a un mec qui gère la Paramount et la Warner, avec qui Tom Cruise ne veut pas être dans la même pièce. Enfin, c'est assez zinzin. Mais en fait, ce que ça veut dire globalement, c'est que ça change complètement le paysage. Ça changerait complètement le paysage de la production de films américains et de séries et de séries, parce qu'en effet, et de production d'informations, puisqu'il faut pas oublier que Warner Bros détient également la chaîne CNN. Oui, alors. Et du coup, il y a toute une corollaire démocratique et notamment de maîtrise de l'information, de production de contenu, enfin globalement de consolidation tellement extrême au sein d'un même conglomérat qui ne se cache en réalité pas d'avoir des visées idéologiques, que en fait ça pose vraiment question sur la suite en tout cas de la production des films de ces deux studios. Oui, effectivement là je m'étais concentré plus sur les studios parce que la perche, mais en même temps ça fait partie de la politique aussi, parce que je pense que certains projets, notamment la Warner cette année, c'est quand même ceux qui sont derrière Sinners, derrière One Battle After Another, là ils une bataille sortent après l'autre. Une bataille après l'autre, pardon.
Là, ils se sont réinvestis sur le prochain hit de Michael Mann, sur le prochain Nancy Meyers, qui a pas fait de film depuis 15 ans. C'est des gens qui encouragent un cinéma d'auteur depuis quelques années sous la direction de Pam Abdi et Mike DeLuca, qui sont des producteurs qui sont à la tête des studios Warner. Et en fait, le studio est en bonne santé cette année, donc c'est d'autant plus frustrant de le voir être vendu à des gens qui ne sont ni cinéphiles ni forcément des businessmen aguerris, parce que vraiment David Ellison, enfin je vous jure, je fais pas ça pour la blague, c'est vraiment un fils à papa qui n'a pas grand chose à son nom. Et au-delà de ça, en fait, pour les producteurs de films et de séries, c'est désastreux. Pour les gens qui bossent dans les studios, c'est désastreux, parce que tous les gens qui bossent en business affairs, en legal, donc dans les services juridiques, dans la com, au marketing de ces films, en fait, tout ceci, ils sont tous redondants puisque ça devient la même maison mère. Et au-delà de ça, les 30 films par an, j'y crois pas une seconde et personne n'y croit. Mais en fait, encore une fois, ça veut dire quel film, pour quel type de projet, pour quel type de budget, pour quelle visée, pour quel circuit, comment ils vont. Et ça dégouline en France, tout ça, parce que c'est le mouvement de la consolidation. Il commence à Hollywood, il va très vite arriver en France aussi. Puis de manière générale, en France, Paramount et Warner, c'est aussi des gens qui s'engageaient avant sur du cinéma français. C'est moins le cas aujourd'hui. Nous, on a la même chose avec Canal+ et UGC. Exactement. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est un mouvement général. Pour conclure, c'est inquiétant, c'est pas fun, et c'est en vérité beaucoup plus inquiétant d'un point de vue démocratique que cinéphile, si on est honnête, parce que déjà CBS, depuis que c'est CBS et chez Paramount, depuis qu'ils sont chez Larry Ellison, ils ont complètement changé de ligne éditoriale, et ils sont devenus une ligne d'opinion qui ressemblerait à franc-tireur, je dirais, en France. On a peur pour CNN, quoi, même si c'est des choses qui arrivent chez nous très vite aussi. Et ça va faire un très bon épisode de The Studio. De ouf. On a hâte dans la saison 2. Au moins ça. Studio qui est une série Apple mais produite par Warner. Tout à fait. Donc c'est ça, voilà. Peut-être que du coup ils feront pas cet épisode dans la saison 2. Écoutez, on aura le temps de voir ça. Le premier débat de la semaine, c'est Alter Ego de Nicolas et Bruno. Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin. Ouais, mais là ça va. Non, c'est. Ça va pas être possible, ça. Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non? Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet. Alex a un problème, son nouveau voisin est son sosie parfait avec des cheveux. Un double en mieux qui va totalement bouleverser son existence. Yuri, t'as beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé, j'avoue que j'y allais un peu à reculons parce que le concept me faisait pas triper plus que ça. Tu veux dire que Laurent Lafitte x2 et 1 avec une calvitie, c'est pas ton programme? Non, mais moi j'avais un peu peur de cette comédie faussement cringe qui en fait avait pas grand chose à proposer au-delà de son concept. Et quelle erreur, parce qu'en effet je suis allé le voir dans une salle blindée qui était morte de rire, et moi avec eux, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce et avec un public jeune. Et un public assez jeune. Je citerai les paroles de quelqu'un en sortant qui disait « Voilà, masterclass film de l'année » à la fin. Peut-être que cette personne exagère un peu, mais en tout cas, j'étais content pour elle. Mais c'était vraiment pour moi un très beau moment de cinéma populaire, intelligent, à la fois hyper con et assez bien foutu. Une des raisons pour laquelle ça m'a vraiment, en tout cas plus, alors déjà j'adore l'univers de Nicolas et Bruno, qui sont les mecs qui sont derrière Message à caractère informatif, donc c'est un humour absurde qui tend vers le cringe, le malaise, qui vont souvent tirer la corde de la même vanne un peu jusqu'à ce qu'elle soit tellement rincée qu'elle en devient drôle à cause de ça. Et je trouve qu'ils arrivent quand même à créer un univers dans lequel moi je crois complètement à l'histoire qui m'est racontée. Alors que le postulat est absurde, alors que globalement on est toujours du point de vue du Laurent Lafitte qui se voit en face comme étant quelqu'un de plus beau que lui. Et il voit celui qui est en face comme plus beau que lui. Voilà. Et tout le monde autour de lui dit mais non, pas du tout, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et ils te ressemblent pas tant. Et ils arrivent à faire ce tour de force à la fois en écriture et en mise en scène, à te faire comprendre le point de vue de ce personnage principal, et en même temps d'avoir de l'empathie pour lui, parce que moi, dans tout le film je disais mais mec, arrête de t'obséder, arrête de t'entêter à ça, tu me fais bader, t'es gênant, arrête-toi. Et du coup il y a un côté qui est vraiment très fort de te faire acheter le point de vue du personnage principal tout en te mettant à la place de ceux qui le voient de l'extérieur. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui font comme ça un peu en soum-soum, mais qui est giga réussi, parce que en fait, pendant tout le film, moi, je me pose pas la question de la diégèse de ce qui est raconté. Et je trouve que, pour moi, c'est presque fait avec l'espèce de
rigueur d'une nouvelle fantastique du 19e siècle. Genre, littéralement, on est un peu comme dans un conte fantastique, un peu à la Maupassant, où tu es du point de vue du personnage, tout ce qui lui arrive, c'est un peu chelou, c'est un peu étrange. Alors, évidemment, avec un ton qui est hyper cringe et absurde, mais pour moi, c'est de la même teneur, et je trouve que c'est vraiment assez bien tenu vers un dernier acte qui part pour moi complètement en couille, dans lequel j'ai vraiment beaucoup rigolé, et avec une forme quand même d'inventivité dans l'écriture, dans la mise en scène, dans l'humour que personnellement moi qui me manque dans la comédie française, cette espèce d'humour un peu justement cringe qui me fait penser aussi à Jacques Tati dans la manière dont les décors sont construits, dans la manière dont la caméra va s'intéresser à justement la façon dont les personnages s'inscrivent dans ces décors et dans ces lieux. Donc non, pour moi c'est vraiment une très belle réussite, assez surprenante et franchement marrante, mais vraiment pour moi à voir en salle, parce que ça a fait, je pense, 50% de l'expérience pour moi. Rita, tu l'as pas vu en salle toi d'ailleurs, Alter Ego ? Non, je ne l'ai pas vu en salle parce que on m'a envoyé un lien pour le découvrir et je remercie le distributeur pour ça. En fait, quand j'entends Yuri, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit sur le film. Mais ça n'a pas marché sur toi. En fait, ça n'a pas totalement marché sur moi, je dirais, parce qu'il y a quand même des blagues et des moments qui m'ont fait aussi hurler de rire, notamment dans les interactions entre Laurent Lafitte et Blanche Gardin. Ils réussissent à trouver un ton qui est quand même très bizarre, très pas de côté et qui fonctionne pour autant. Notamment la mise en scène que je trouve vraiment particulièrement intéressante pour une comédie, et c'est rare parce que c'est vrai que la majorité des comédies françaises, en tout cas celles qui trouvent un retentissement et un casting assez de grande envergure, c'est une mise en scène qui n'existe pas. Enfin, c'est vraiment des chants contre chants et l'humour passe surtout par les dialogues et parfois les situations. Là, il y a vraiment un humour qui passe par la mise en scène, et même, comme tu le disais Yuri, un truc Jacques Tati, très Severance aussi dans les décors et en fait l'entreprise dans laquelle ils bossent par exemple, on sait jamais ce qu'ils font, et c'est génial parce que c'est une espèce de novlangue où on parle de recherche et développement et de conneries qu'on peut utiliser. Mais contrairement à ce qu'a pu faire Bruno Podalides, Alban, là c'est très très drôle, enfin c'est très bien parodié. Donc, pourquoi on tacle Bruno Podalides et parle des deux Alfred? Ouais. Oui, mais ça marchait pas. Mais ce film, effectivement, ça marche pas à ce niveau-là. Sur ce film. Mais c'est le moins bon des Podalides. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste, il y a eu un tacle gratos sur Podalides. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent et qui m'ont vraiment séduite et puis qui m'ont surprise. Et le truc, c'est que je pense que je tenais le film à un tel haut standard. Et je sais pas pourquoi par ailleurs, parce que je connais même pas Nicolas et Bruno et j'ai pas du tout grandi avec ces parties-là de Canal. Ils ont aussi fait un film qui s'appelle La personne aux deux personnes, qui est un film incroyable. Qui est pas mal, ouais. Ok, et ben cool. D'ailleurs, je suis en train de voir le lien de La personne aux deux personnes et Alter Ego. Enfin, ils ont quand même clairement des liens, des thématiques. Et je trouve que la thématique du film est vachement travaillée pour le coup sur l'altérité et l'obsession comme ça. Le fantasme de l'autre. Exactement, et de l'enfer c'est les autres. L'autre c'est moi, Gad Elmaleh, je sais pas. Mais moi en fait, ce sur quoi je suis restée sur ma faim, qui m'a peut-être laissé un peu extérieur au film, c'est que c'est tellement sur un mode, non pas de l'ironie mais de l'absurde, que c'est parfois des choses dans lesquelles moi j'ai du mal à me reconnaître, et que effectivement j'aurais, je pense, bénéficié de mon expérience en salle, parce que je l'ai pas vu seul, mais on était deux et il y avait pas en fait il y a un moment où, quand on est devenu frustré de la dernière partie du film, et là je ne vais pas spoiler donc je vais pas m'aventurer là-dessus, mais il y a quelque chose où je trouve que c'était incomplet justement niveau scénario, et c'est souvent le cas en comédie parce que c'est très difficile pour moi, encore une fois je le dis très souvent ici, mais la comédie pour moi c'est le genre le plus difficile à faire aboutir, et le plus difficile tout court. Et le problème, c'est que dans le troisième acte, il faut répondre à la question initiale qui est posée par ce film, et il faut répondre à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du surnaturel, enfin il faut répondre à tout ça, et je trouve que la manière dont on répond à cette question, elle est un peu brouillon. Et c'est pardonnable parce que c'est une comédie, mais c'est aussi frustrant parce que c'est une comédie justement. Donc voilà, mais je pense que c'est quand même un film à voir en salle, très clairement. C'était pas pour moi, mais c'était à voir. Laurent, est-ce que c'était pour toi? Alors moi, je l'ai vu en salle, j'en sors là, donc c'était dans une salle quand même beaucoup plus compassée, où on était avec des gens qui étaient un peu plus sérieux au MK de Bastille. Et du coup, en fait, je trouve que le film a en effet pas mal de qualité. C'est-à-dire que c'est déjà la manière dont ça dépeint un peu le monde de l'entreprise de manière très caustique, avec des trucs assez absurdes et tout. Je trouve ça très marrant, c'est très cohérent avec leur parcours à Nicolas et Bruno, parce que en fait, le message à caractère informatif, c'est probablement un des trucs les plus marrants sur
sur le monde du travail en fait qui ait jamais été fait en France. Et ils ont également réalisé le remake français de The Office avec François Berléand. Waouh. Quoi Et oui. Passé à travers ça. Mais À travers, carrément. Ouais. parce que j'étais même pas au courant que ça existait. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est plutôt marrant. Je trouve Laurent Lafitte joue admirablement bien. Il est super. Il est incroyable. Qui a eu le César. Franchement, il y a des oui, mais pas pour le même film malheureusement, mais là dans celui-là honnêtement, il est super, il y a des moments incroyables où vraiment je l'ai presque jamais vu comme ça, c'est-à-dire que vraiment il est très bon. Ils font un truc incroyable sur la dualité, sur le corps notamment. Bien sûr. Où il y en a un qui est plus musclé que l'autre. Moi, je l'ai vu faire des mimiques à la Jim Carrey, quoi, enfin, presque. Et il est vraiment convaincant. Tu crois que c'est lui qui faisait Jim Carrey pendant les Césars? Peut-être, probablement. Est-ce que cette théorie du clone? C'est-à-dire que il aurait quand même beaucoup de prothèses sur la gueule quand même pour faire ça, mais bon, bref. Et toujours est-il que non, je trouve que c'est un film qui est plutôt réussi dans l'ensemble parce qu'il a pas mal de qualités. Après. C'est un film quand même que j'ai trouvé excessivement cringe, c'est-à-dire que c'est parmi les trucs les plus cringe que j'ai jamais vu, honnêtement. Et ça me fait physiquement mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments... Moi, ça m'a fait hurler de rire. C'est quoi un exemple de moment qui t'a fait mal? Mais j'en sais rien, mais quand il est en train d'en rajouter ou que je sais pas, il espionne le mec dans l'espèce de cabane en plastique. Quand il l'accuse d'être pédophile. Quand il l'accuse d'être pédophile, il y a des moments en fait de gênance qui sont sachant que t'adores Nathan Fielder, donc t'as normalement. Alors j'adore Nathan Fielder, mais je trouve que Nathan Fielder a un côté plus décalé et bizarre et absurde que. Oui, là c'est plus Manon, Laurent, il a jamais réussi à regarder Succession. En fait, Succession, par exemple, moi je trouve ça trop cringe. Je trouve ça trop cringe et trop sérieux en même temps. Bref, mais on pourra reparler un peu de Succession et pourquoi je préfère The Thick of It. Bon, bref. Et donc du coup, je trouve que vraiment c'est tellement cringe que c'est vraiment hardcore. Et donc c'est pas pour moi. C'est-à-dire que vraiment pendant le film, j'étais là, je me cachais les yeux, je me planquais le fameux, dans je me cache dans mon t-shirt de Succession. Vraiment, genre il y a des moments où tu sais, tu te mords la main, tu as envie de te faire mal, tu as envie de ressentir un truc physique. Tu nous parleras de Pillion après? Parce que ce qui se passe, je l'ai pas vu. Parce que ce qui se passe à l'écran est tellement genre vénère que c'est pour les gens qui aiment ce genre de truc. Ce qui n'est pas mon cas. Faire copier-coller pour Pillion. Wait. Peut-être que Pillion, j'aurais pas du tout la même critique. La semaine prochaine, tu nous parleras de Pillion. Et donc toujours est-il que voilà, c'est en fait ça. Je trouve que c'est un film qui est plutôt bien fait, mais qui est vraiment d'un humour ultra cringe. Okay. Donc si tu rentres pas là-dedans, c'est pas pour vous. Et donc c'est pas pour moi. Mais pour les gens qui aiment ça, franchement, faut y aller parce que honnêtement, c'est plutôt bien fait et vraiment drôle. Parce que moi, le côté cringe, il m'a plutôt mis en empathie avec le personnage parce que j'étais un peu comme toi, j'étais genre en train de me tordre dans mon siège comme ça, me dire mais non, mais fais pas ça, mais t'es trop con, mais arrête, tu vois. Donc il y avait un truc quand même. Non, mais parce que c'est très réussi. Oui, parce que le film du coup arrive à te créer cette réaction là. Notamment cette scène où il l'accuse d'être pédophile. Enfin, moi j'étais à la fin en train d'être mort de rire et mort de gêne, quoi. Moi je suis pas venu ici pour souffrir, tu vois. Je suis pas là pour ça. Mais pour les gens qui sont là pour ça, il y a pas de problème. La transition est tellement parfaite. Du coup, on conseille Alter Ego pour un public averti. Oui, qui aime bien. Je pense que c'est bien d'aller le voir en salle. Et restez avec nous, public averti, parce que maintenant, on parle de Pillion. You never been with a biker then? Biker, no. C'est le premier long métrage d'Harry Layton qui était à un certain regard cette année au Festival de Cannes. Le pitch, c'est l'histoire de Colin, un jeune homme introverti qui rencontre Ray, le séduisant et charismatique leader d'un club de motards. Ray l'introduit dans sa communauté et fait de lui son soumis. On va peut-être préciser que les acteurs, donc Ray, le motard dominant, c'est Alexander Skarsgård et Colin, c'est Harry Melling qu'on connaissait notamment pour Harry Potter. Dudley. Voilà, c'est Dudley dans Harry Potter. Alban, alors ce Pillion, est-ce que t'es venu ici pour souffrir? En fait, on savait quand même un petit peu à quoi s'attendre, mais en fait, c'est une question d'échelle et du coup, je m'attendais pas à ce que le curseur soit poussé à ce niveau-là. Je pense que, effectivement, tu l'as dit, c'est à la fois intriguant, à la fois surprenant de voir Harry Melling qu'on a connu pour Dudley, qu'on a connu aussi plus récemment sur Netflix pour un film qui s'appelait The Pale Blue Eye dont on avait parlé. Il joue dans Buster Scruggs aussi. Ouais, mais il est dans plein de trucs. Ouais, il est dans Dark Materials. Mais disons qu'en fait c'est un peu un retour sur le devant de la scène, en tout cas au cinéma en France. Moi c'est un film qui m'a beaucoup touché parce qu'en fait c'est un film compliqué. On peut pas dire que c'est un film qui laisse pas, c'est un film qui laisse pas indifférent, c'est un film qui questionne.
dans laquelle les émotions se confrontent. Enfin, c'est vraiment un film compliqué parce qu'effectivement, il faut partir du principe que la relation qu'on va avoir à l'écran pendant plus d'une heure et demie, en tout cas une bonne heure 40, est une relation à laquelle on ne peut pas adhérer, mais en même temps, on nous y invite en fait à adhérer à cette relation, et forcément le réalisateur va jouer avec ce sentiment, avec cette ambivalence. Je trouve que le pari est bien fait parce qu'il y avait... C'est un sujet extrêmement casse-gueule et je trouve que le réalisateur s'en sort vraiment brillamment. C'est vraiment une performance de funambule en fait. C'est-à-dire que au-delà du fait d'accepter le parti pris de cette relation amoureuse, c'est un vrai film de cinéma avec des vrais personnages, des personnages qui sont incarnés. Harry Melling est magnifique dans ce film-là. Je pense que Alexander Skarsgård aussi pour d'autres raisons. Je trouve qu'il a vraiment trouvé le juste milieu, l'équilibre pour écrire ces personnages et écrire cette histoire. J'ai pas forcément envie de dire une histoire d'amour, même si c'est une histoire d'amour en fait. Alors, est-ce que c'est une comédie romantique ? Oui, c'est une comédie romantique et je trouve que c'est peut-être un des points les plus malins du film, c'est-à-dire en tout cas dans les 15-20 dernières minutes sans spoiler, de justement nous dire que ce n'était qu'une comédie romantique. Et je trouve que c'est ça le tour de force un peu de ce film-là, c'est ok, t'as ressenti des choses parfois, mais parfois t'es en empathie totale avec le personnage de Harry Melling, parfois le personnage d'Alexander Skarsgård, t'as envie qu'il meure dans d'atroces souffrances, et en même temps à la fin il te dit ok, les deux sont cool avec ça, et tu vois juste une comédie romantique et l'histoire est ainsi, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment malin, et je trouve que voilà, après, au-delà de ça, tout est malin depuis le générique de début jusqu'au générique de fin. C'est-à-dire que c'est un film qui est bien fait, c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui te questionne. Je trouve que voilà, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année, honnêtement, et pour plein d'autres raisons, mais j'ai quand même laissé en parler Manon un petit peu sur ce film-là. Manon, toi aussi, t'es tombée amoureuse de Pillion ? Tomber amoureuse, c'est compliqué quand même, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré cette séance. Tu parlais de funambule, c'est exactement ça. Je trouve que c'est un équilibre, ce film, qui est absolument parfait. Je trouve qu'il réussit. Tu t'es ému, le regard de Harry Melling. Enfin, c'est un personnage qui est vraiment extrêmement émouvant tout le temps, même quand il dit rien, juste avec ses yeux. C'est un film qui est aussi super drôle. Enfin, franchement, c'est l'humour à l'anglaise, quoi. Oui, mais il y a plein de tout petits détails qui sont trop drôles. Il arrive au premier date. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un date, c'est-à-dire que c'est une scène de fellation dans une ruelle sombre au fin fond de l'Angleterre. C'est un date, Manon. Je sais pas à quoi ressemblent tes premiers dates. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça aussi qui est assez intelligent, c'est qu'en fait, il détourne un peu tous les codes de la rom-com. Enfin, ça, je pense que ça vaut pour une sorte de mythe cute qui n'en est pas vraiment un. Mais en fait, il reprend comme ça un mythe vénère. Ouais. Des passages un peu obligés de la comédie romantique, mais sauf que c'est un film qui parle aussi de BDSM. Et donc oui, tout est sur l'équilibre. C'est très drôle, c'est très émouvant, c'est très sexy aussi par moments parce que c'est Alexander Skarsgård quand même, et puis il s'en donne à cœur joie, je trouve, dans ce rôle-là, et tout est parfaitement géré tout le temps. Et je trouve qu'au-delà de leur relation à eux, qui est, comme tu disais, c'est très casse-gueule, mais je trouve que vraiment il arrive à nous faire acheter ce truc, parce que finalement très vite on sent qu'il s'épanouit, ce personnage s'épanouit vraiment dans la soumission, quoi. Enfin, dès leur première rencontre on comprend que vraiment, et c'est une révélation pour lui. Bon, après le film ira vers explorer d'autres choses, mais leur relation est très réussie, et les personnages autour aussi, notamment les parents d'Harry Melling, qui sont absolument adorables, qui sont à fond dans le soutien de la vie amoureuse de leur fils, qui finissent par rencontrer ce mec-là, donc son motard dominant. Et ça les questionne, et en même temps ils veulent protéger leur fils, en même temps ils veulent être ouverts, et je trouve que vraiment c'est des personnages vraiment incroyables, et ouais, ça questionne énormément vraiment sur plein de sujets, sur l'inaccessibilité aussi dans les relations amoureuses. Enfin, je sais pas, ça brasse plein de choses au-delà de la romance et du film de BDSM. Et pour poursuivre un peu ce que disait Manon, effectivement, le film brasse énormément d'émotions. Et là où je trouve qu'il le fait bien, dans le sens où il alterne pas entre une émotion positive et une émotion négative, c'est qu'il fait tout à la fois en même temps. Et c'est par ce questionnement et on va dire, cette confrontation d'émotions sur une même scène, c'est ça en fait qui est intéressant dans le film. Et c'est là-dessus qu'il va nous choper. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que ce que je voulais préciser aussi, c'est que ça s'adresse pas à tout le monde non plus. En fait, c'est interdit au moins de 16 déjà. Et vous avez dit que c'était un film qui valait mieux voir seul.
c'est un film qui ou alors déjà le voyez pas avec vos parents. Vous connaissez très bien, mais oui, pour une double séance, il y a une personne qui va voir Alter Ego et l'autre qui va voir Pillion. Après vous et vous retrouvez à la sortie et vous faites un date dans une ruelle. Elle a souffert le plus, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut quand même le prévenir. Je trouve que parfois c'est assez dur et effectivement, il y a des scènes très drôles, mais je trouve que là où c'est ambivalent, c'est à la fois c'est réussi parce que on sait pas si on doit rire ou pleurer en fait dans les scènes qui sont très très drôles. C'est là que Harry Melling est parfaitement casté parce qu'il a ce truc un peu drôle et en même temps mais tellement triste. Oui, en fait, il a une forme de solitude qu'il arrive tellement à incarner. Je trouve que parfois c'est déchirant parfois de le voir à l'écran. Et je trouve que même si le réalisateur s'en sort très bien parce qu'il trouve justement cette petite parcelle d'équilibre entre ok, ce qui lui arrive est dramatique, ou en fait il y a peut-être toute une forme de trauma qui peut se passer, etc. Et en même temps c'est dit, en fait c'est pas le sujet du film, donc le film c'est juste quelqu'un qui cherche à avoir ce type de relation. Et j'ai entendu Laurent souffler à côté de moi, mais non pas du tout. A baillé. Ah ok, pardon. Je suis fatigué. Non mais en même temps tu rigoles tout seul depuis tout à l'heure. C'est parce que je sais pas, je trouve ça il est juste marrant. sénile, hein. Tranquille, quoi. J'ai vrillé, c'est tout. Le seule chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement je préviens que c'est pas pour tout le monde non plus. Ouais. Et là où je trouve aussi que c'est... Tout à l'heure, je disais que ça questionne sur plein de choses. En fait, leur relation BDSM, presque, ce qu'elle veut, c'est recréer le quotidien assez classique d'un couple. En fait, c'est vraiment un truc de soumission sur tu prépares le... Pas que, mais... C'est quoi quand même beaucoup sur... sur... Il lui envoie des listes de courses tout le temps à faire. C'est préparer le petit-déj, c'est faire le ménage. En fait, c'est là-dessus qu'il le soumet. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas le genre de représentation de BDSM qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Il le soumet là-dessus parmi d'autres choses. Parmi d'autres choses. Mais je trouve que c'est là-dessus que le film insiste presque plus que sur le côté sexuel. Même s'il y a des scènes de sexe. Effectivement, il y a des scènes de sexe, mais la soumission est totale. Oui, c'est pas un jeu sexuel. Voilà, c'est un mode de vie, en fait. Exactement. Et je trouve que ça rend le film d'autant plus intéressant et ouais, c'est vraiment un excellent film qui avait eu le prix du scénario, je crois. Prix du scénario, ça te regarde. Mérité. Et surtout, c'est un premier long métrage, donc vraiment, on a hâte de découvrir la suite de la carrière de Harry. Layton, je fais juste un lien parce que tu as dit trauma, et d'un coup, je me suis dit, mais attends, on n'a pas parlé de Mon Petit Renne dans le focus de la semaine dernière, il faut vraiment que je lâche ce focus. On va maintenant s'occuper. Là, vraiment, les connexions. Les connexions, je crois que j'ai même pas dit trauma, mais. Si, t'as dit trauma. Ah, ok. Ah, t'as dit trauma. Là, je suis pas passée du côté de Laurent. Je crois que c'était moi, mais. Ils ont la même voix aussi après. Vous réécouterez, mais je crois vraiment que c'était Manon. Non, c'est vraiment 100% Alban, mais. Ok. Mais sinon, on va débattre maintenant de. Commenter Alban ou Manon. Dites-nous. Team Allemand, Team Manon. Le focus de la semaine, c'est la ruralité, enfin la représentation de la ruralité au cinéma. On en parle parce qu'il y a un documentaire, on va lancer le jingle juste après, mais un documentaire qui est sorti aujourd'hui, 2 documentaires, d'ailleurs Rural et Pédale Rural. Nous, on a vu Pédale Rural dont David nous avait parlé au moment de Chéri Chéri, nous avait dit beaucoup de bien. Le film est sorti en salle, on l'a vu et on a rencontré le réalisateur Antoine Vasquez tout à l'heure. Yuri, je crois que l'interview est disponible. Elle va être disponible normalement au moment où vous écouterez cette émission. Peut-être qu'elle le sera dans les heures qui suivent ou la journée qui viendra. Le mec en dédouané. Parce que en fonction du temps que j'aurai pour faire le montage, mais en tout cas oui, elle est bien prête. Et c'était une super interview. On a adoré rencontrer Antoine Vasquez pour nous parler justement de ce film Pédale Rural, qui est un très beau documentaire sur un personnage qui s'appelle Benoît et qui va organiser la première marche des fiertés rurales. Enfin, participer à l'organisation. La première marche des fiertés rurales. Voilà. Et on en a déjà parlé au moment de Chéri Chéri, donc on vous encourage à réécouter ce que David nous en avait dit. Ça nous permet d'ouvrir le focus de la semaine. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Alors comme chaque semaine, on vous a demandé sur les réseaux quels étaient les films en rapport avec la thématique du focus, donc la représentation de la ruralité au cinéma, qui vous avaient marqué sur le sujet. Pas mal de films assez récents. On a pas mal eu La Pampa, Asbestas, Le Secret des Mésanges, La Nuée, Miséricorde, Chien de la Casse, 20 Dieux qui revient à plusieurs reprises, Canicule, La Ferme de Bertrand. La Ferme des Bertrand. Des Bertrand, pardon, excuse-moi, tout à fait. Calvaire, La Belle Saison. Et Farbic de G. Rouquier, et je crois que c'est pas le titre en entier, Alban. Farbic de Georges Rouquier, puis plusieurs décennies plus tard, Big Far de Georges Rouquier. Eh bien très bien, voilà, donc des réponses assez diverses. On s'est posé évidemment la question du focus en se demandant comment était représentée la ruralité au cinéma et si elle était bien représentée ou non selon nous. Quels étaient les biais? Le premier biais qu'on peut peut-être pointer, c'est que souvent il y a ce qu'on appelle un urban gaze sur la présentation de la ruralité, donc c'est-à-dire un regard du point de vue urbain sur cette ruralité, Manon.
Exactement, c'est un concept qui peut aussi découler du female gaze ou du bourgeois gaze dont nous parlait Félix il n'y a pas si longtemps. C'est un concept qui a été théorisé, il me semble, très récemment par une journaliste qui s'appelle Emma Conquet, qui est pigiste et qui habite dans le Lot-et-Garonne. Et du coup, voilà, elle est dans une espèce d'analyse de ce sujet-là. Et elle le définit comme un regard citadin qui est donc centré depuis Paris, là où se concentre l'industrie du cinéma. Un regard qui est aussi souvent, de fait, assez bourgeois et qui déforme et simplifie les représentations des territoires ruraux et qui alimente aussi un certain sentiment de supériorité des villes sur les campagnes qu'on retrouve dans le cinéma, mais qu'on retrouve aussi dans les médias, qu'on retrouve aussi dans la mode. Je sais que Jacques Mus s'est fait épingler il n'y a pas si longtemps pour un défilé qu'il a appelé... paysan ou le monde paysan ou un truc comme ça où il voulait rendre hommage à ses racines. Quel escroc ce mec. Et c'était un défilé à Versailles avec des filles dans des robes blanches, voilà, donc il s'est fait pas mal épingler là-dessus. Tu marchais en sabot avec des fourches, enfin c'était bien quoi. Exactement. On a beaucoup parlé de ce concept-là. Et en fait, de ce concept-là découle aussi une vision de la campagne qui est en fait pas ancrée dans une géographie précise. C'est-à-dire que c'est Paris et la campagne en France, quoi. Elle est interchangeable, c'est un seul imaginaire. C'est un petit village en France. Voilà, exactement. Et découle de ça aussi souvent un regard qui est soit un peu misérabiliste, soit romantisé. C'est-à-dire c'est des belles maisons en Normandie qui sont faites pour que les urbains bourgeois viennent se reposer. C'est la maison d'Olivier Assayas dans Hors Exactement. du temps. Rita se soupire. Et ça part pas toujours, je pense, d'un mauvais sentiment, mais ça a quand même en fait des conséquences assez concrètes sur en fait la vision qu'on a, et puis aussi sur la centralisation qui est déjà très présente en France, où tout est centralisé à Paris. Tout ça en fait alimente ces biais-là. Et j'aimerais réagir à ce que tu dis par rapport à ça. Et moi, c'est un truc qui me frappe toujours dans la réception de certains films, justement, qui parlent de la ruralité. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé au moment de Au nom de la terre d'Édouard Bergeon, justement, qui sort son documentaire rural et qui lui-même est fils d'agriculteur. Il me semble que c'est même son histoire familiale qu'il raconte dans le film et qui est très engagé par ailleurs sur tout un tas de questions sur l'alimentation. Bref, parenthèse. Mais en tout cas, il y a souvent une réception qui est faite de ces films, qui est également à l'image, on va dire, de ce regard-là, puisque, en tout cas, Au nom de la terre, ça avait vraiment été reçu comme étant une espèce de mélo plan-plan, d'où est-ce que ça représente la ruralité, ça n'est pas comme ça, etc. Donc, en fait, de nier presque même le ressenti de ce film-là. Alors, et film, si je dis pas de bêtises, qui avait pas très bien marché à Paris et beaucoup mieux marché dans le reste de la France. Cartonné, c'est genre 2 millions d'entrées en France, moins de 5% à Paris. C'est pour ça que je parle de la réception critique de ces films-là. Et souvent, tu as d'autres films qui vont avoir un regard au contraire beaucoup plus surplombant sur la ruralité et sur ces personnages-là, qui vont avoir une réception critique beaucoup plus favorable parce que ça correspond à certains carcans, certains clichés aussi que j'imagine on se fait dans les métropoles, dans les villes versus les campagnes. Et je pense que c'est cette dichotomie que tu évoques dans le regard des films, elle se retrouve aussi dans la réception critique. C'était le petit point que je voulais ajouter. Oui, moi pour poursuivre, en fait, c'est vrai qu'on va parler quand même beaucoup de fiction dans ce focus-là, mais j'aimerais juste faire un petit détour par le documentaire, parce que c'est aussi en fait on peut pas, enfin c'est pas un genre, mais en fait toute une école qui s'est intéressée en fait au monde rural, en tout cas, ou à l'activité paysanne de manière générale. C'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a deux documentaires sur le sujet qui sortent effectivement. Et en fait, on se rend compte que Gilgamesh, non je rigole. Je t'ai tellement cru. J'ai tellement marché. Dans les copies de Gilgamesh, il y a déjà des mecs qui vont à la campagne. Non, en fait, pour le dire plus sérieusement, on peut discerner à un premier moment, je dirais, dès le début, dès les années 10, des années 15, où on parle pas forcément de documentaire, mais on va dire de non-fiction, ou dans une volonté d'enseignement, en tout cas dans une volonté de cinéma pédagogique, des grandes maisons comme Gaumont, comme Pathé, on fait ce qu'on appelait des encyclopédies ou Pathé enseignement. Et l'idée, c'était de couvrir une connaissance précise, que ça soit les sciences, etc., mais aussi la géographie, et couvrir la connaissance des territoires français. Donc des opérateurs sont partis dès les années 10 jusqu'aux années 20 pour filmer à la fois le terroir, filmer des traditions sur des courtes bandes cinématographiques qui ensuite étaient visionnées à Paris. Pathé aussi lancé, même si c'est un autre sujet, Pathé Rural, qui était aussi un projecteur en 17,5 mm pour essayer d'amener le cinéma dans les coins plus éloignés
éloigné, en tout cas moins sujet aux projections cinématographiques. Puis plus tard, en fait, dès les années 30-40, avec l'avènement du Front populaire, il y a un musée qui va s'ouvrir, qui va être à l'origine de beaucoup de films documentaires, qui s'appelle le Musée national des arts et traditions populaires, qui n'existe plus. C'est maintenant le MUSEM qui a repris le flambeau, même si c'est plus du tout le même contexte. Et on va commencer à parler de folklore et à s'intéresser au folklore populaire et à faire des grandes enquêtes scientifiques, historiques, sociologiques, etc. sur plusieurs territoires français, en région, en Aubrac, en Auvergne, partout où tu veux, en Normandie. Et l'idée, c'était de couvrir un territoire par l'ensemble de la connaissance des sciences humaines qu'il était possible de le couvrir. Donc des opérateurs, des documentaristes sont partis filmer des pratiques agricoles en Aubrac, la construction d'un joug, la fabrication d'une faux, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme film documentaire. Et c'est des films qui aujourd'hui en fait ont constitué une sorte de matériau pour des réalisateurs plus récents comme Raymond Depardon qui s'en est inspiré dans Profil paysan, etc. Et en fait c'est toute une école du cinéma documentaire qui naît en parallèle du cinéma ethnographique parce que les deux sont liés, qui vont s'intéresser en fait aux territoires ruraux, aux territoires français. Tu voulais rajouter quelque chose, Rita ? Oui, à ce sujet, parce que en fait il y a aussi un truc dont il faut parler, c'est que démographiquement en France, parce que de fait l'art va suivre ce qui se passe aussi dans la vraie vie. En France, le pays n'est plus un pays majoritairement rural, que depuis très récemment, à l'échelle de l'histoire du pays dès qu'il existe, il me semble, dès les années 60. À partir du moment où... La fin de l'exode rural, c'est globalement les années 60, je crois. 60-70, oui, à peu près. Oui. Ce qui est vachement intéressant quand on regarde les films qui sont faits, même les films très grand public en fait, qui sont faits avant, on parle pas de cinéma forcément centré sur la ruralité, mais les films de fait se passent beaucoup plus dans des contextes ruraux qu'aujourd'hui parce que la majorité des gens y vivent. Et même si les gens qui font des films sont principalement à Paris depuis l'existence du cinéma, il y a quand même un focus. Je pense même à je sais pas, Le Corbeau de Clouzot, ça se passe dans un petit village, dans le truc dans une forme de ruralité. Il y a là mon exemple est mauvais parce que c'est quand même dans un village et pas vraiment à la campagne, mais je pense qu'il y a quand même plus de moins en moins de films sur la ruralité, et quand c'est un film sur la ruralité, c'est pas juste le décor, c'est vraiment le sujet du film, aussi parce que on a de moins en moins de gens qui vivent dans les campagnes en France, alors encore moins des réalisateurs. Parce que les mondes sont de plus en plus différents, tu vois, comme oui, aussi. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a de moins en moins de gens qui vivent à la campagne, ça devient presque, d'ailleurs c'est un problème, tu vois, genre que les gens qui vivent à la campagne vivent une réalité différente des gens des grandes villes, et en particulier de Paris, qui est là où globalement le cinéma se fabrique, quoi. Et ce que je trouve d'ailleurs assez marquant, c'est parce que tous les trucs que disais avant je savais pas, mais c'est-à-dire que c'est un stade où même dès le début on est allé filmer les campagnes parce qu'on n'était pas de la campagne, c'est-à-dire que c'est de l'ethnographie, c'est ce truc, c'est genre on va aller filmer là-bas parce que précisément on n'y vient pas. Tu vois, c'est qu'il y a ce côté, genre, c'est la ville qui vient regarder la campagne. Alors, c'est ça qui est fou. On pouvait filmer ça aussi comme on pouvait filmer les villes. En fait, il fallait pas forcément avoir un état d'esprit de parisien sur la région. C'était vraiment, on filme tout dans une perspective encyclopédique. Et donc, il n'y avait pas forcément de regard, on va dire, comme on dirait aujourd'hui, classiste ou... Mais tu vois, il n'y a pas la volonté de mettre en scène ce regard, tu vois, genre de la campagne, ce regard rural. Non. Tu vois, c'est autre chose encore. Mais parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez récent, le regard rural. Ce que j'ai essayé de revendiquer comme tel. Et je pense que ce que tu dis, Rita, est essentiel sur le fait que ça n'est plus seulement, que la plupart des films qui traitent de la ruralité de près ou de loin récemment, que ce soit des comédies populaires, genre le truc sur les néo-ruraux qui est sorti il y a pas très longtemps avec Arnaud Ducret et Bérengère Krief. Il y a le truc sur les chasseurs là aussi. Il y a le Chasse gardée. Tout ça qui est une espèce de toute une veine de comédie où en fait ça en est le sujet, mais pour créer de l'humour et de la comédie et regarder les néo-ruraux qui débarquent et qui sont complètement cons, qui comprennent rien à la campagne, machin. Ou alors au contraire des réalisateurs qui revendiquent leur origine rurale, et qui est le cas notamment de Hubert Charuel qui avait fait Petit Paysan, de Édouard Bergeon qui avait fait Au nom de la terre, et qui en font du coup une particularité de leur regard de cinéma. Et d'ailleurs c'est intéressant que leur deuxième film souvent ne parle pas de cette question-là. Dans le cas d'Hubert Charuel, on parle de Météore, et dans le cas d'Édouard Bergeon, c'est un film qui s'appelle La Promesse verte, du coup qui était un peu lié, mais qui n'était quand même pas le sujet. Et c'est là aussi intéressant que la réception critique n'a pas du tout
reçu ou compris ces films en même temps, attends, c'est le mec qui a fait un film sur les paysans, pourquoi il continue pas à faire ça? Voilà, pardon, Alban. Non, pas du tout. En fait, j'allais rebondir sur ce que tu disais parce que on en parlait juste avant pour parler de Rouquier, parce que visiblement, si les gens ne connaissent pas Rouquier, il faut quand même en parler un peu. Parle de Rouquier. C'est Laurent, moi je connais Laurent, tu vois. Franchement, désolé pour la vanne. Non, mais j'ai Rouquier, moi je réfléchis activement pour pas dire Laurent Rouquier. Je m'avoue là-dessus, je connaissais pas Rouquier. En fait, c'est un réalisateur qui a fait un film documentaire en 1947, qui a créé beaucoup de bruit parce qu'en fait c'était un documentaire qui était à Cannes et puis des gens se sont soulevés contre le documentaire. C'est des sortes de chroniques de la vie paysanne et c'est un film qui est tourné avec des membres de sa famille, qui est tourné vraiment dans l'Aveyron, je crois, ou en Auvergne, plutôt en Auvergne, ouais. Et en fait, c'est un film intéressant parce que c'est quelqu'un qui vient de là-bas, c'est quelqu'un qui a grandi là-bas, et c'est un peu les prémices de ce qui va se passer dans la fiction. Et tu en as un peu parlé juste après. On l'a vu avec l'exemple le plus récent pour moi, c'est 20 Dieux. Mais en fait, ça fait un moment que des réalisateurs de fiction tournent dans les territoires qui les ont vus grandir. Alain Guiraudier, on en a parlé. Ça peut être aussi les frères Larieux, avec le chef-d'œuvre Tralala qui se passe à Lourdes dans le sud-ouest. Et le chef-d'œuvre Miséricorde en ski. C'était une blague. Et voilà. Et en fait, non, on se souvient que t'avais beaucoup aimé Tralala. Oui, en fait, c'était un moment particulier de ma vie. Oh, le mec assume plus du tout. Non, mais pour vous dire, le film de Rouquier, en fait, ça a tellement fait un scandale qu'après Cannes, il a été projeté en avant-première à l'Opéra de Paris et que le président du conseil, sur ordre de Auriol, est venu assister au film. Non, mais c'était un délire total. Et 38 ans après, Rouquier a fait la suite de Farby qui s'appelle Big Far. Et c'est vraiment une sorte de diptyque du cinéma d'un point de vue de quelqu'un qui a grandi dans ces territoires-là, et je pense que c'est intéressant de le nommer. Tout ça, c'est déjà d'après-guerre, en fait. Ouais, c'est 40 j'ai l'impression que ça existe plus 38, je sais pas. Oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Yuri tout à l'heure sur tous ces films-là qui ont la particularité en fait d'être faits par des gens qui viennent des lieux qui filment. C'est qu'en plus, souvent, ils ont quand même certains succès en salle. Quoi. Ouais. Au nom de la Terre, comme on disait, ça a été un gros succès. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a cité La Ferme des Bertrands. Ouais. Pareil, à son échelle, je crois que c'est quasiment 250 000 entrées. Ce qui est quand même pas effectivement au nom de la Terre qui fait 2 millions, mais en fait, pour un documentaire, c'est gigantesque. Dans une ferme, c'est énorme. 20 Dieux, ça fait quasiment le million d'entrées. Ça a eu 2 Césars. Enfin, c'est assez fou. Mais je pense aussi parce que Petit Paysan avait aussi eu récompensé au César et un joli succès en salle. Ouais. Et je pense 500 000 entrées pour Petit Paysan. Qui désarçonnent un peu les distributeurs qui sont basés à Paris, qui ont un peu du mal, je pense, à les comprendre et à les travailler. Je pense qu'ils les travaillent assez différemment des autres films. Et ils font des grosses tournées. Alors je mets des gros guillemets province parce qu'on n'aime pas forcément beaucoup ce terme, mais je crois que ça s'appelle encore comme ça maintenant dans le cinéma, les tournées province. Je crois que le film d'Édouard Bergeron, là, il fait genre 60 ou 70 dates en province. Enfin, c'est assez énorme. Puis, mais parce qu'ils vont à la rencontre des publics aussi. Exactement. Et en fait, ils font des salles comptes parce qu'en fait, les gens, ils viennent voir des choses qui les représentent. Les médias locaux reprennent aussi beaucoup. Et les médias spécialisés. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant de voir que c'est repris dans des médias qui parlent de sujets agricoles, enfin des journaux, techniques qui vont parler d'un film qui parle de sujet. Moi, je trouve ça fou qu'on est en train de découvrir que les gens aiment bien voir des films sur leur propre vie qu'ils connaissent, tu vois, genre on n'avait pas découvert ça depuis la Nouvelle Vague. On n'habite pas tous dans des appartements haussmanniens de 100 mètres carrés. Ouais. Après 150 minimum quand même. Après, ils ont aussi les meilleures idées marketing, tu vois, c'est-à-dire que moi je me souviens d'une séance au 7 Parnassien, on pouvait voir 20 Dieux et déguster du comté après. C'était un partenariat. Je viens voir n'importe quel film si tu me donnes du comté. Ils cherchent de stratégie, ils vont chercher vachement d'autres partenaires. C'est pas que des partenaires médias nationaux. Ils travaillent différemment les films et ça réussit. Mais ça indique comme une vraie évolution dans la manière de comprendre ce sujet, de comprendre justement peut-être ce nouveau regard et justement d'approcher ces sujets de manière peut-être un peu plus intéressante et proche des publics concernés. Rita ? En fait, je trouve ça vraiment fascinant, comme tu dis Manon, le fait que les distributeurs soient parfois démunis, ou en tout cas, je sais pas si c'est les distributeurs, mais même les producteurs, même avant ça, dans le fait que c'est des histoires qui vont intéresser, alors même que, et je blague pas quand je dis ça, mais l'émission de télé il faut jamais parier que tu vas faire mieux qu'elle le soir de sa diffusion, c'est L'amour est dans le pré. Ouais. Et moi, mon père étant fermier, c'est quelque chose qui ne ratera jamais, non pas parce qu'il en a quelque chose à foutre de ces histoires d'amour, mais parce qu'il est là pour les chants et contre-chants c'est le cas de le dire, des animaux et des fermes, et qu'il compare et qu'il dit, lui, il regarde son exploitation par rapport à elle et machin et tout. Et je trouve que c'est absolument fascinant que ça soit un sujet que à peine maintenant non, mais je veux dire là, il y a une espèce de regain
dans cette manière-là de concevoir le monde. Et on va y venir, des nouvelles voix aussi. Complètement, il y a des nouvelles voix et j'ai perdu mon fil de pensée, donc je vais laisser Alban continuer. Non, mais je pense que ça a participé aux nouvelles voix, donc on peut peut-être parler je voulais juste mentionner le fait qu'en fait, je pense que c'est déjà en train d'infuser la production parce que je regardais un peu les films, le nombre de tournages à Paris, il décline chaque année. Alors c'est doucement, mais ça décline quand même sûrement un peu chaque année, donc je pense que les gens commencent à comprendre qu'il faut décentraliser aussi un peu le cinéma. Et il faut dire qu'en plus, en France, on est quand même très, très encouragé, quand on est producteur, à aller tourner en région, puisqu'en fait il y a des aides selon, il y a la région Grand Est, il y a qui encourage à aller sur des territoires et à soutenir aussi les techniciens locaux. Et effectivement, parce qu'en fait, quand tu touches une aide régionale, tu t'engages normalement à tourner là-bas, à faire en tout cas une partie de ta post-production là-bas, à dépenser là-bas. Ce que j'allais dire aussi sur la manière dont on regarde ces territoires-là, c'est que donc tu as parlé tout à l'heure de mélo et de peut-être de dramaturgie qui se rapproche du misérabilisme parfois, parce que c'est des considérations qui aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, agricultrices, c'est aussi qu'ils ont moins de fonds, que c'est un des métiers où il y a le taux de suicide le plus fort. En France, il y a une forme de tristesse là-dessus, et je trouve ça fascinant, encore une fois, qu'on n'ait pas, par exemple, exploité le filon du western. Quand la ruralité aux États-Unis, c'est le western. Encore aujourd'hui. Alors en France, il y a les cow-boys de Thomas Bidguin. Alain Guiraudy, les gars, vraiment. Ouais, ils se revendiquent beaucoup du western, Guiraudy, beaucoup. Il y a un truc. Ok, donc c'est my bad, j'ai jamais vu de film de Guiraudy. C'est pour ça. En fait, ils tournent pas des purs westerns, mais ils ont une espèce de. Tu sens que c'est une esthétique qui influence beaucoup. Et je parle pas que d'esthétique, je parle vraiment de type d'histoire. Pour moi, il y a Pas de repos pour les braves, c'est un western. Mais là où ça donne raison à Rita, c'est que ils sont pas nombreux, les gens qui font ça. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est quand même extrêmement dommage. On a des territoires. Enfin, la France, c'est un des pays. Et je parle même que de la métropole pour le coup. C'est un des territoires où il y a le plus de diversité visuelle. Il y a des endroits zinzin qu'on n'exploite pas visuellement, et surtout on n'exploite pas les histoires tu prends n'importe quel pitch de Petit secret entre voisins et tu le colles à une exploitation agricole, ça devient un meurtre et ça devient des choses hyper intenses. Et dedans qu'il y a des vrais trucs à montrer sur chaque région, chaque particularité, chaque activité agricole. Enfin, il y a quand même énormément de richesse et de variété. Il y a des spécificités locales, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes et fascinantes à montrer. Pour autant, c'est des choses qui sont moins exploitées parce que les seules choses qui sont distribuées, en tout cas à très grande échelle, et qui donc sont produites avec de l'argent et tout, ça va être des choses qui touchent plus à qu'est-ce que c'est difficile, et c'est totalement vrai, d'être dans l'exploitation agricole aujourd'hui. Et je pensais juste sur le western aussi, il y a Asbestas, alors qui est franco-espagnol et c'est réalisé par Sorogoyen, mais où c'est un couple de Français, Denis Ménochet et Marina Foïs, mais qui pour le coup s'installe en Espagne et qui est vraiment traité sur le mode du western. Leurs enfants après eux, ils étaient clairement influencés par le western, complètement. En scène, en et tout cas. avant de repasser la parole à Alban, juste un tout petit sujet sur le fait que, en fait, c'est intéressant que tu dises que c'est un peu le biais qu'on prend, mais au moment de Au nom de la terre, j'avais un peu eu des échos de la manière dont le film a été produit, mais vraiment produire un film sur le suicide des paysans à l'époque, c'était genre c'était même pas un sujet, c'est-à-dire qu'il y a un truc où les gens découvraient alors que la statistique ne fait qu'augmenter depuis malheureusement et que c'était déjà un sujet de société en fait à l'époque. Au moment où le film sort et où il est produit, pour le financer, s'il n'y avait pas eu le nom de Guillaume Canet qui a porté le sujet machin, il l'aurait jamais fait, parce que pour beaucoup de partenaires financiers à ce moment-là, ils se disent mais qui s'intéresse qui le suicide des paysans? Et en fait en effet, je pense que mine de rien le film a beaucoup contribué à populariser la question et à détourner et à décentrer le regard sur ce sujet. Et en même temps, ça a été un vrai chemin de croix pour eux de le faire exister. Et alors, juste, Alban voulait dire un truc. Mais non, justement, je crois que tu voulais parler des nouvelles voix. Donc juste avant de parler des nouvelles voix, je voulais juste faire une sorte de petit point, c'est-à-dire que le monde rural, en tout cas filmer le monde rural, c'est pas forcément filmer le monde agricole. Complètement, bien sûr. Je pense qu'il faut pas qu'on fasse dans le focus cette confusion-là et de dire que on peut filmer, on peut parler de films qui parlent du travail du paysan et de la détresse parfois dans laquelle il se trouve, et aussi filmer des gens qui vivent dans un coin plus excentré, en tout cas plus décentré que Paris, sans forcément qu'ils travaillent la terre, quoi. Mais je pense que ça fait partie du sujet du biais du regard qui est porté dessus, c'est que la ruralité égale la paysannerie. Et en effet, tu fais bien de faire la distinction parce que ce n'est pas le cas. Et alors justement sur les nouvelles voix, parce que maintenant tu parlais de Leurs enfants après eux, qui est du coup le 4e long métrage des frères Boukerma. Oui, mais c'est 3e que tous les deux, puisqu'il y a eu le Teddy, l'année du requin, Leurs enfants après eux, avant ça il y a eu Willy Premier en co-réalisation. Typiquement, ils font partie de cette nouvelle génération qui s'empare de ces questions-là. Ils sont pas tout seuls, et on sent en tout cas qu'aujourd'hui l'industrie encourage un petit peu plus des nouvelles voix, des nouveaux profils. Oui, et c'est justement ce que disait Alban, c'est des jeunes réalisateurs alors les Boukerma, ils ont tourné Teddy chez eux, après ils ont été explorer d'autres contrées, mais on a eu beaucoup de premiers films comme ça, de réalisateurs qui ne viennent pas de Paris et qui tournent vraiment dans leur région avec une connaissance des lieux
filme. Et là où c'est intéressant, c'est que justement, il ne parle pas de la ruralité pour la ruralité. C'est-à-dire qu'il s'avère que ces films sont tournés dans des campagnes françaises ou des zones un peu périurbaines. Je pense à Nous les Leroy de Florent Bernard, par exemple, qui est vraiment, il filme... mais c'est plutôt c'est quand même des zones pavillonnaires. Ouais, c'est plus périurbain que c'est ruralité. C'est pas rural. Teddy, c'est vraiment rural pour le coup. Teddy, c'est complètement rural. Il y a eu la Pampa, il y a eu... je pense aussi un peu à Chien de la Casse, quand même. Complètement. Comment ça va avec Laure Calamy, déjà, où elle cherche du travail, elle travaille à Paris, mais elle vient... En toilette dans les cinémas Non. À temps plein. À temps plein, ouais. À plein temps. À plein temps. Mais là, c'est quand même vraiment sur elle prend les transports en commun à Paris tous les jours. Oui, mais elle habite à la campagne. Elle habite dans l'Oise et elle fait l'aller-retour tous les jours. Et là, c'est vachement en sur train. D'ailleurs la question des déplacements qui revient beaucoup dans tous ces films-là, parce que c'est vrai que c'est un vrai enjeu quand tu n'habites pas dans des grandes villes. Et ben en fait, les déplacements, c'est un vrai truc. Et en fait, la caractéristique de tous ces films-là, c'est d'avoir cette ruralité en toile de fond, mais d'y apposer des sujets très contemporains. La Pampa, c'est sur l'homophobie. Le Chien de la Casse, c'est sur une amitié toxique. Enfin, vraiment, on parle pas juste de la campagne et du monde paysan. En fait, on parle de c'est un film de genre comme La Nuée. Exactement. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la nouveauté en fait de ce regard de tous ces jeunes réalisateurs, c'est vraiment de choisir des sujets contemporains qui pourraient se passer à Paris ou ailleurs, mais il s'avère que ça se passe dans des territoires qu'ils connaissent. Et puis en plus, je trouve qu'ils ont, vu qu'ils viennent de là, ils ont aussi un regard qui pose sur les gens qui habitent ces territoires, qui est pas ni misérabiliste ni angéliste, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un truc un peu plus vrai, en fait, ils peuvent parler un peu plus franchement en fait de ces populations-là, et je trouve que voilà, ça les sort d'un biais qui serait peut-être un peu noir ou blanc. Et aussi, ils font pas mal appel à des acteurs non professionnels qui viennent de là. Donc, ça permet aussi d'entendre des gens qui ont des accents. J'entends 20 Dieu, c'est que des acteurs non pro. Et c'est ce que Dumont vous êtes déjà avec, je sais pas, c'est une série, mes petits quinquins, genre de choses. Oui, je trouve que justement, Dumont, il y avait une sorte de décalage où ça faisait rire les Parisiens, en fait. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai un vrai problème avec le cinéma Dumont versus et ça n'est regardé que par le 6e arrondissement, et encore pas les gens les plus jeunes, quoi. Chose qu'il n'y a pas du tout dans 20 Dieu, par exemple. Non, pas du tout. Et je trouve que cette nouvelle génération, en tout cas, si on peut essayer d'extrapoler un peu, même si c'est compliqué, je trouve que en fait cette nouvelle génération, cette nouvelle veine de cinéma français, c'est aussi un élément de quelque chose de plus global, d'un retour en fait aussi d'une population de notre âge ou un peu plus âgée qui retourne habiter dans les endroits où qui les ont vus grandir. Et il y a une forme de nouveau souffle en fait aussi de réinvestir ces territoires-là, de réinvestir le discours sur lequel, le discours qu'on va porter sur ces territoires-là. Et je pense que ce discours-là, il est pas uniquement en cinéma. On le voit aussi en littérature. On le voit aussi même dans des ouvrages plus scientifiques en fait, des sociologues qui vont réinvestir des terrains qui étaient délaissés depuis certaines années. Enfin, je trouve que cette nouvelle génération fait du bien pour ça parce c'est un mouvement qui est plus global, c'est ça que j'ai envie de dire. Après, je pense que tu parles de mouvement. Je sais pas si on peut parler de mouvement quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est une petite tendance, mais je sais pas si ça va vraiment. C'est un sillon qui est en fait une espèce de petit sillon. C'est un sillon, mais qui fait naître partir un jour, par exemple. Tu vois, là où je rejoins complètement Alban, c'est que ça fait partie de ce mouvement plus général et que il reflète aussi forcément une évolution des manières de voir la ruralité, pas comme un espèce de truc paumé, plouc, qui est un peu le cliché des années 80-90, vers plutôt quelque chose de désirable et au contraire dont on revendique comme une origine sociale. Ou même pas désirable, juste vrai en fait, qui reflète la réalité des gens qui ont grandi là-bas. Et je trouve qu'on peut même faire une analyse marxiste du retour des moyens de la production d'images, quoi. Il y a un côté où en fait les moyens de production, on va dire alimentaires, étaient entre les mains des paysans, et qui du coup les moyens de production d'images étaient plutôt entre les mains des urbains, et il y a une espèce de réappropriation de ces deux moyens de production. Voilà. Et puis je pense aussi il y a des trucs assez concrets, il y a des écoles de ciné qui s'ouvrent un peu en dehors de Paris. Il y a la Cinéfabrique à Lyon qui permet à des gens qui n'ont pas forcément un énorme bagage de cinéma d'intégrer cette école. Et ça, voilà, genre Louise Courvoisier, elle vient de là, elle vient de la Cinéfabrique. La réalisatrice de 20 Dieu. De 20 Dieu. Et il y a des producteurs, la productrice de 20 Dieu qui est Muriel Ménard, elle c'est vraiment un choix politique de sa part de plus travailler avec des gens qui ont fait la Fémis par exemple, et de travailler avec d'autres écoles de cinéma. Ça devrait être un choix artistique, mais bon. Ouais. Rita Non, il y a Rita d'abord. Ah, pardon. Non, vas-y, Rita. Non, vas-y, Alban. Non, j'allais dire, et pour même encore prendre encore plus de recul et rejoindre ton analyse, Yuri, je sais pas si je dirais marxiste, mais en tout cas de lutte des classes assez globale, c'est que en fait le cinéma est bourgeois, en tout cas en France, c'est de manière, pour faire de l'abstraction très très abstraite, et en fait pour moi c'est un peu banlieue, campagne, même combat, parce qu'en fait dans la
la forme de représentation de la jeunesse, en fait, de manière générale, qu'elle vienne des campagnes, qu'elle vienne des quartiers défavorisés, où qu'ils soient, que ce soit une jeunesse racisée ou pas, ou en tout cas des gens qui viennent des marges et qui ne sont pas les marges, qui sont la majorité du pays, mais qui ne sont pas les gens qui ont les moyens de production et qui ont on va dire le prolétariat général, voilà, pour rentrer dans des mots vraiment grandiloquents, mais je trouve que c'est vraiment, et c'est pas un sillon, et d'ailleurs j'adore le mot sillon en parlant des campagnes, je trouve que c'est pas seulement un sillon, je pense que c'est vraiment une forme de nouvelle vague qui est très éclatée et très hétéroclite, parce que c'est plein de choses très différentes qui se mettent pas forcément dans le même mouvement artistique, mais peut-être dans le même mouvement politique et de production en vérité, et qui, je pense, avec le recul dans quelques années, on verra les nouveaux auteurs et autrices qui sont arrivés à ce moment-là et qui représentent la France, non plus telle qu'elle est représentée dans le bourgeois gaze dont on a beaucoup parlé. Non plus comme elle est fantasmée. Comment elle est fantasmée, exactement, et non plus juste par la poignée de personnes qui habitent entre Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés, mais vraiment la France dans toutes ses diversités. Oui, moi, juste pour rebondir sur ce que disait Manon, j'avais juste envie de parler de d'une école de cinéma qui s'appelle l'école documentaire de l'USAS en Ardèche. Bien sûr. Et en fait, ça fait plusieurs années que cette école-là promeut, en tout cas permet à des documentaires, notamment des documentaires sur les régions, sur le monde rural d'exister. Ils ont un festival de cinéma et c'est un des plus gros festivals documentaires. Bien sûr, c'est eux qui sont à l'origine de la plateforme Tank. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de gens qui se bougent, en tout cas qui se motivent ailleurs qu'à Paris pour faire valoir un cinéma qui est quand même beaucoup plus rare. Donc je trouve que c'est bien quand même d'en parler. C'est d'ailleurs à travers ce film, à travers ce festival-là, que j'ai pu voir des films, notamment sur une jeune réalisatrice dont j'ai oublié le nom, mais je vous dirai tout ça la semaine prochaine, qui en fait s'est demandé pourquoi dans les endroits ruraux où elle habitait, toutes les salles de fête étaient moches, et j'ai trouvé ce film incroyable. C'est un court-métrage. Mais j'adore, tu nous donneras le nom. Je vous donnerai le nom, ouais. Est-ce qu'on conclut, vous conseillez tous un film sur la ruralité, comme toutes les semaines vous n'avez pas pensé. Est-ce qu'un ours dans le Jura, ça marche ? 100%. Et je commence, un ours dans le Jura. Moi, il y a quelqu'un qui a cité Calvaire, qui est vraiment un excellent film. C'est pas très représentatif de la ruralité, c'est vraiment un film excessivement glauque et vénère, mais c'est très bien. Donc je conseille aux gens de regarder ça. Moi, pour la fiction, de toute façon, je vais dire que de la fiction, mais je vais dire Le Pas de repos pour les braves d'Alain Guiraudy, qui est un de ses premiers longs, en tout cas, qui date de 2003-2004, peut-être un peu plus après, je sais plus. Enfin voilà, c'est un film, justement, ça parle du west, enfin ça embrasse ce côté western que peut avoir les territoires qui sont filmés, et je trouve que c'est un film magnifique. Donc Pas de repos pour les braves de Guiraudy. Rita ? Moi, je vais faire une folie. Je vais vous recommander un film qui n'est pas trouvable parce que moi-même je ne l'ai pas trouvé depuis que je l'ai vu. C'est le film qu'a réalisé mon père, qui n'est pas réalisateur, qui est vraiment fermé. Ça s'appelle Le Vélo. Si quelqu'un le trouve, sorti en 2004 au Maroc, nulle part ailleurs. Tu peux donner son nom complet ? Hamid Faridi, pardon. Si vous trouvez ce film, écrivez-nous. C'est un film sur un homme qui décède dans les campagnes au Maroc, et parce que les lois de l'héritage sont telles qu'elles sont, il a que des filles, et du coup les filles n'arrivent pas à obtenir l'héritage. C'est un film sur pourquoi est-ce que c'est idiot et pourquoi est-ce que vivre dans les campagnes ça peut être très compliqué. Et du coup, tu ouvres un droit de focus sur la représentation de la ruralité dans le cinéma marocain. Je croyais que t'allais dire le cinéma de ton père. Il a fait que ce film-là et on l'a jamais retrouvé. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un le trouve, à nous le dire. Non. Est-ce que ton père a réalisé un film ? Mon père a tourné dans les films, mais il n'en a pas réalisé. Il a tourné dans les films, ton père. Oh là là, c'est trop dur. J'aurais aimé réfléchir à cette question avant. Mais peut-être Teddy, des frères Boukarma. Moi, je trouvais que c'était... À l'époque où c'est sorti, c'était vraiment un truc complètement nouveau. Un film de loup-garou. Un film de loup-garou qui se passe dans le sud-ouest et qui embrasse des thématiques très ancrées dans le sud-ouest sur les loups, la problématique autour des loups dans les Pyrénées. Et ouais, allez, Teddy. Et moi, Petit Paysan, parce qu'à l'époque où j'avais vu, c'était une super séance assez surprenante et qui prenait justement un peu à rebours tout un tas de clichés qu'on pouvait voir dans le cinéma à l'époque. Et puis ça a révélé Swan Arlo. Moi, je vais dire un autre film, je vais dire Vindieux quand même, parce que personne l'a cité. Vindieux, c'est quand même vraiment bien, ça mérite... un écho. Alban, tu voulais encore Ouais, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup de cinéma français et je voulais parler d'un film. Parce que c'est un focus sur la ruralité je sais, mais je trouve qu'il y a un film qui est très bien, qui est un film je crois que c'est écossais, mais il faut m'aider en fait. C'est Cléo Bernard, la réalisatrice, c'est son premier film et c'est avec Giants dedans et j'ai trouvé ça génial. Et alors Elle va chercher sur Google, réalisé par machin, adoré par Alban. Je ne trouve pas. Alors, Cléo Bernard, tu dis ? C'est Cléo Bernard. En fait, je trouve pas. Moi non plus, je trouve pas. C'est Le Géant égoïste, pardon. J'arrive à capter Internet 2 minutes dans la journée. Et comment elle s'appelait du coup
Ça s'appelle Le Géant égoïste et c'est un film qui parle de 2 adolescents dans un coin reculé au Royaume-Uni et c'était vraiment un très très beau film. Et c'est Clio Barnard. J'étais pas loin, il a fait la version française. T'as totalement fait une Elisabeth. Écoutez. On enchaîne avec le dernier débat de cette semaine. C'est The Bride avec un point d'exclamation de Maggie Gyllenhaal. Was I just the same before the accident? Rongé par la solitude, Frank se rend à Chicago dans les années 30 et demande au docteur Euphronius, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Et là, le résumé Wikipédia, n'importe quoi, halluciné que j'adore, nous dit « Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et débridé et d'une histoire d'amour passionnelle et ils n'ont pas le droit de dire ça. tumultueuse. » Laurent, ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils n'ont pas le droit de dire ça dans le pitch parce que c'est mensonger. Ils n'ont pas le droit de faire T'as vu le premier film de Maggie Gyllenhaal ? Non. Bah évidemment. Non, mais c'est le premier film que tu vois d'elle, évidemment. Évidemment. Et on peut peut-être rappeler quand même le titre de son premier film. The Lost Daughter, qui est génial. Et ben là, on est loin d'être génial. On est loin d'être génial parce que en fait, j'ai vécu une séance un petit peu bizarre parce que cette semaine, j'ai l'impression que c'est l'eau commun. Au début, en vrai, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu bites rien. Pendant en fait une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, en fait, on comprend rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que clairement, il y a des histoires de. En fait, il y a le fantôme de Mary Shelley qui prend possession de cette femme. Le fantôme de Mary Shelley qui est joué par Jessie Buckley, toujours. Jessie Buckley, qui est la même actrice qui joue le personnage de Ida, qui va être du coup The Bride ensuite. Et donc on a autour de ce truc-là elle va mourir et on va la ressusciter. Alors même le point de départ, c'est Mary Shelley qui dit j'ai pas fini mon histoire de Frankenstein parce que je suis morte avant. Rappeler que c'est l'autrice de Frankenstein. Voilà. Et elle dit vraiment au spectateur, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi j'ai pas terminé mon histoire. Je vais vous raconter la fin, sachant que la fiancée de Frankenstein existe déjà dans le roman, donc t'es un peu dans le truc de moi. Et du coup, pour raconter cette histoire, elle prend possession d'une meuf dans les années 30, donc plus de 100 ans après sa mort. Enfin, ça n'a aucun sens. J'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, tout ça est très bizarre et ça n'a aucun sens. C'est jamais expliqué, c'est jamais sérieusement pris en compte. Tu sens que c'est juste un procédé, quoi, en fait, mais ni plus ni moins. Et du coup, Jessie Buckley joue un personnage un peu schizophrène qui parle avec des moments, en fait, à des espèces de syndrome de Tourette où elle dit des mots avec un accent anglais alors qu'elle parle avec un accent américain. Tout ça est très belle performance d'acteur, d'ailleurs, de la part de Jessie Buckley, parce que pour le coup, je pense que techniquement, c'est difficile à faire. Artistiquement, on se demande pourquoi elle l'a fait. Enfin, c'est autre chose. Et du coup, il y a vraiment un truc d'un peu de bizarrerie, d'incompréhension dans un monde qui est filmé de manière assez violente, qui est très grotesque, avec des assez gore même parfois, des trucs. Ça va vite, c'est le bordel. Le début est vraiment très difficile à suivre, d'autant que en fait très vite on se rend compte que l'univers n'a aucun sens et qu'on en a rien à foutre, et que en fait le film n'est qu'un prétexte à faire des discours sur le féminisme, sur les violences policières, tout ça de manière très lourdingue, avec des prétentions poétiques dont on se serait bien passé quand même, parce que c'est le fantôme de Mary Shelley, et qu'en fait tout ça marche pas du tout. Il y a une espèce d'enquête policière de gens qui vont essayer de les suivre, qui sont quand même les deux policiers, c'est quand même Peter Sarsgaard et Penelope Cruz, tu vois, qui sont quand même pas des petits castings, et qui jouent une sorte de second rôle un peu. C'est vraiment Dupont et Dupont. Voilà, où ils viennent et ils font des enquêtes. Je suis pas contre ça. Moi non plus. Tout ça, et en fait le film clairement n'a pas trouvé en fait ce qu'il était censé faire. Enfin, clairement est pour moi l'œuvre de quelqu'un qui est complètement paumé en fait et qui sait pas vraiment où aller, avec un sous-texte que je trouve quand même très poussé, très rentré au chausse-pied, vraiment énervé sans aucune subtilité. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas très intelligent et plutôt pas très bien. Après, plutôt de bonnes performances d'acteurs. En même temps, vu le casting quand même. Christian Bale est pas mal. Christian Bale est vraiment bien. Il y a Annette Bening que moi j'ai pas vu depuis grave longtemps, qui est super. Voilà, j'étais très heureux de la revoir. Mais bon, il y a plein de trucs bizarres en fait qui arrivent, qui sont absolument pas exploités, qui servent un peu à rien, qui donnent en fait des espèces de scènes
même musical, enfin vraiment bizarre, et vraiment clairement, genre, c'est vraiment un projet que je trouve pas abouti du tout, parce qu'à chaque fois en fait il y a des trucs qui sont tirés mais qui vont nulle part et qui servent à rien, et que elle-même en fait on a l'impression qu'elle ne croit pas à l'univers qu'elle crée autour de ça, et que c'est clairement en fait le moment où elle va chercher à balancer des discours politiques de manière extrêmement explicite. Vraiment, pour moi, c'est un énorme ratage, quoi. Et alors moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que The Bride sort après, donc le Frankenstein de Guillermo del Toro, il y a pas si longtemps. Après, évidemment, Pauvre créature. On n'est pas sur des histoires de comment dire, de droits qui sont tombés dans le. Voilà, il n'y a pas d'histoire de domaine public. Écoute, je sais pas, mais de Pauvre créature de Lanthimos, qui a quand même qui est très similaire en termes de pitch, où aussi on ressuscite une femme, mais pour le coup c'est le bébé, enfin c'est le cerveau du bébé dans la femme. On avait accordé d'ailleurs un focus sur les films de monstres au moment de la sortie de Frankenstein. Justement, notamment parce que la fiancée de Frankenstein est un des Universal Monsters. Oui. La fiancée de Frankenstein est un des personnages. C'est vrai que c'était ça notre focus, c'était Universal Monsters. La fiancée de Frankenstein est un des personnages, on va dire, du cinéma d'horreur du début des années 30 et des années 40. Et c'est un personnage dont, alors, le projet à l'origine, et c'est là où je pense que je vais pas t'en faire la critique du film, qui en effet, c'est triste à voir. Je suis content d'avoir ton avis quand même pour dire que c'est nul. Mais parce qu'il y a la critique du film et ce que je crois déceler de son histoire. Donc le film était pensé comme un remake de La fiancée de Frankenstein, et c'était une production Netflix, et sauf que il y a eu des différends entre Netflix et Maggie Gyllenhaal. Le film est parti au sein de la Warner, et à l'origine c'était produit, en tout cas vendu et pensé comme une vraie comédie musicale. C'est-à-dire qu'il y avait une notion c'était une espèce de... Ah wow. Donc tu vois, d'accord, c'est très différent. Donc ce qui était annoncé à l'origine, c'était une sorte de Joker Folie à deux. Joker Folie à deux, complètement. Mais d'ailleurs, même chef opérateur et même compositrice que les deux Jokers. Donc je pense qu'il y a vraiment une filiation, en tout cas volontaire, et entre les deux films, entre les deux univers. Et le problème étant que le film a eu des séances tests, des projections tests désastreuses, et le studio s'en est mêlé. Il y a eu des dizaines de semaines de reshoot, et ils l'ont Frankensteinisé. Ils l'ont littéralement Frankensteinisé. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ouf. Un des trucs qui me choque quand je vois le film, c'est que ça se voix techniquement, c'est-à-dire qu'il y a énormément de dialogues qui sont hors champ, qui sont dits en voix off, ou en fait ça, ce sont des artifices de montage pour rajouter des dialogues là où on n'en avait pas. Donc on reste sur le comédien, la comédienne qui ne parle pas, pendant que l'autre blablate en fond, et après on coupe sur lui et l'autre parle, et du coup il y a énormément de scènes comme ça. C'est toujours très dérangeant quand on n'est pas sur le comédien qui parle. Et on essaye de camoufler le fait qu'en fait c'était pas le film d'origine. Et donc il y a comme ça parfois tu vois, le moment où ça part en scène de danse. Pourquoi ça part en scène de danse? On sait pas, en fait, c'est pas cohérent avec le reste du film. C'est pas cohérent avec le reste du film. Et du coup tu te dis, ah mais en fait ça c'est peut-être une réminiscence du projet d'origine, mais qui était complètement bousillé. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis c'est difficile de faire la critique de ce film-là, au-delà de dire, mais ça ne ressemble à rien, et c'est une giga bouse, parce que ça ne ressemble à rien. Et du coup, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, quand je le regarde, c'est de me dire, mais en fait, quelles sont les espèces de faibles lueurs de ce qu'était le projet à l'origine. Et je crois l'entrevoir à quelques moments, sauf que le résultat est catastrophique, et je pense qu'en effet tout le monde s'est emmêlé les pinceaux. Pourquoi? Alors, est-ce que le cut de base était vraiment affligeant? Est-ce que c'est des... Au contraire, genre radical, tu vois. Oui. Et du coup peut-être plus intéressant. Pas un film de studio. Oui, voilà. Et du coup, il a coûté très cher en plus. Il a coûté il a un prix de blockbuster. Enfin, il a un budget de blockbuster presque. Et du coup, pour moi, c'est une vraie question de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça ne peut pas être en tout cas 80 millions. Ça ne ment, enfin en réalité il a coûté plutôt 100 de ce qu'on lit dans la presse récemment, à cause justement des dépassements de budget, des reshoots, du fait d'avoir dû retourner des scènes. Et moi j'ai l'impression qu'ils ont enlevé tout l'aspect on va dire un peu comédie musicale, potentiellement un peu onirique du truc, qu'ils ont peut-être rajouté même au forceps cette voix off de Marie Shelley. Enfin j'en sais rien, je comprends pas ce qui s'est passé. Le résultat est une catastrophe. Enfin, c'est-à-dire, je vois pas comment est-ce qu'ils auraient pu faire ça. Mais enfin, vraiment, c'est... Ouais, Yuri, tu as vu The Lost Daughter?
Non. Ok, parce que juste, j'ai vu le film, j'ai pas vu le film mais je donne mon avis, c'est la vraie habituelle. The Lost Daughter, c'est un film qui est éminemment politique dans ce qu'il raconte sur la maternité et le féminisme de manière générale, de manière extrêmement subtile. Et je trouve ça fou, vu ce que vous me racontez du film, parce que c'est un film vraiment, genre The Lost Daughter, c'est un truc qui avait été sorti le 1er janvier sur Netflix, qui a pas beaucoup été vu. Et que vous avez beaucoup aimé, toi aussi, Manon. C'était vraiment prodigieux pour le coup. C'est une adaptation d'Elena Ferrante, qui est pas un truc facile à adapter et tout, avec toujours Jessie Buckley, avec Olivia Colman, premier rôle au cinéma de Paul Mescal. Enfin, c'était un truc vraiment un petit bijou, et donc je suis trop étonnée de ce que pour le coup, aucun discours féministe asséné. Ouais, c'était féministe lourde, parce que c'était un film sur le rejet de la maternité. Voilà, donc je suis assez. Écoute, c'est dommage qu'elle soit tombée loin de là, quoi. Voyez plutôt The Lost Daughter, du coup. Voyez The Lost Daughter et n'allez pas voir The Bride, vous pouvez vous l'éviter cette semaine. C'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Dans les recos cette semaine, c'est toi, Rita, qui nous parle de Allah n'est pas obligé. Oui, tu as dit les recos de la perche, c'est la reco de la perche. Mais de toute façon, on termine l'émission qu'avec toi là maintenant. Tout le monde pourrait partir. Eh bien voilà. Du coup, elle. J'ai vu le film Allah n'est pas obligé et pardonne-moi, je n'ai pas le nom du réalisateur, qui était à Annecy, et c'est comme ça que je l'ai découvert donc en juin dernier, qui est un film que je ne recommanderais pas trop d'aller voir avec des enfants, peut-être plutôt avec des adolescents. C'est un film d'animation qui se passe dans un conflit entre plusieurs pays d'Afrique sur plusieurs ethnies et religions et factions différentes, donc c'est extrêmement complexe, mais c'est très bien expliqué, notamment parce que par l'animation il se permet des dispositifs de mise en scène avec des cartes qui apparaissent à l'écran et on comprend bien, on suit un personnage d'enfant parce que c'est un film sur les enfants soldats, donc sujet très lourd, qui est parfois un film assez graphique, c'est pas non plus du gore je dirais, mais ça reste très violent dans ce que ça raconte, c'est pour ça que je dis public averti, c'est pas je pense que le marketing en laisse entendre que c'est un truc où on peut emmener des enfants, je suis pas vraiment d'accord, mais c'est un film vachement beau et je tenais quand même à le soutenir parce que le cinéma d'animation français, ça offre toujours des choses assez zinzin. Et, on avait fait un focus sur le cinéma d'animation français. Exactement, et il y a notamment Thomas Njijol qui fait une voix dans le film et qui est super. Voilà. Et alors le film est réalisé par Zaven Najar et c'est une adaptation d'un roman d'Amadou Kourouma. Qui il me semble est partiellement en tout cas autobiographique. Et en tout cas, et qui avait le prix Renaudot. On vous encourage donc à aller voir Allah n'est pas obligé, et on termine évidemment avec la carte blanche. Et cette semaine, c'est toi aussi, Rita. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et alors, Rita, pourquoi tu aimes tant la award season ? Exactement. Eh bien, certaines personnes ont les saisons sportives de telle ou telle équipe, d'autres ont les fluctuations des marchés financiers. Moi, j'ai la award season, la saison des cérémonies. Ce fameux moment au tout début de chaque année, où pendant quelques semaines, quelques mois ces dernières années, les films estimés comme les plus méritants concourent pour une flopée de prix à diverses cérémonies. Les plus connus, les Oscars aux États-Unis, les Césars en France. Souvent point culminant de cette fameuse saison. À chaque fois que j'explique suivre cette saison avec une grande attention, je vois bien dans le regard de la personne en face que ça sonne comme un hobby profondément ennuyant. Pourquoi se farcir des cérémonies de parfois quasi 4 heures où des célébrités déjà bien récompensées par la vie récupèrent des petites statuettes qui ne veulent en vérité pas dire grand-chose? Pourquoi faire des paris sur qui gagnera ou soutenir vocalement tel ou tel film? Alors déjà, pourquoi pas? Et ensuite, j'aimerais retranscrire en ces 3 petites minutes l'intensité et la diversité des émotions qui me traversent pendant cette saison, alors même que je n'ai globalement aucun enjeu personnel dans la course et que si tel ou tel film gagne ou perd un prix, ma vie n'en sera a priori pas changée. Voici donc en 3 petits points mon plaidoyer pour les cérémonies de prix. Numéro 1, le fun. Les cérémonies sont souvent télévisées et constituent une promesse de spectacle, tantôt extrêmement divertissant, tantôt ennuyant à en mourir, mais quelle que soit l'option, organiser des soirées visionnage avec des amis, créer une véritable communauté autour, c'est là que naît tout mon intérêt pour la chose. Réunir des personnes ultra cinéphiles et des personnes qui n'ont vu aucun des films nommés, attention, parfois ces 2 catégories se recoupent, discuter ensemble de pourquoi on aimerait que telle actrice gagne ou pas, débattre avec intensité de la qualité des films, bref, faire communauté ensemble autour du 7e art. Ces watch parties, soirées de visionnage en bon français, sont l'occasion de prolonger pour moi l'expérience collective de l'amour du cinéma. On va au cinéma en salle, on en discute dans les cafés, on en débat dans les mini-salons parisiens à l'occasion des Césars. Attention, je sors les grands mots, mais dans une époque où les corporations les plus influentes rêvent que nous soyons isolés et aliénés pour faire de nous de parfaits consommateurs, je trouve ça presque sain pour la démocratie de se réunir autour de l'art purement pour en rigoler ensemble, transformer l'intimité d'un film en collectivité humaine. Et pour lâcher mes gros mots, c'est juste pour vivre ensemble le sketch d'Alison Wheeler au César 2026, le bug La La Land Moonlight aux Oscars 2017 ou encore la légendaire chanson d'Ariana DeBose au BAFTA 2020.
2023. Si vous voyez de quoi je parle, vous voyez de quoi je parle. Et sinon, allez chercher ça, c'est vraiment à mourir de rire. Numéro 2, la sincère émotion. Quand un acteur gagne un prix après avoir été nommé une dizaine de fois, quand une réalisatrice marque l'histoire en étant la première, parce que ça arrive toujours, quand on rend hommage aux personnes décédées, quand une révélation gagne par surprise, ou tout simplement quand un discours transperce le cœur, tous ces moments de sincérité absolue où le cynisme disparaît et laisse place à du sucre, parfois overdosé mais dans l'ensemble bienvenu. C'est pour ces moments volés à la noirceur de l'époque que je regarde ces cérémonies et que je revois ensuite pendant des années les mêmes extraits, les larmes d'Annie Girardot au César, les cris de Roberto Benigni aux Oscars, pour cela j'étais pas vivante, les chansons de loufoques de Neil Patrick Harris aux Tonys. Je sais que je name drop beaucoup, je mentionne beaucoup de noms, mais c'est aussi pour vous enjoindre à découvrir tous ces moments et surtout les films qu'ils mettent en lumière. Parce que oui, ces émotions permettent aussi de faire découvrir au monde des films qui n'auraient peut-être pas eu, et même sûrement pas eu, le même retentissement sans la reconnaissance par les prix. Exemple tout récent, le film Icewear est reparti couronné des BAFTAs en Angleterre et il ne sort en France qu'en avril. Je n'en avais jamais entendu parler avant la cérémonie et j'ai désormais très envie de le découvrir. Toute cette sincérité, qui peut parfois dégouliner et donner une impression de too much, permet aussi de faire transpirer dans la culture grand public des films plus confidentiels et exigeants parfois, ce qui n'est que du positif pour le cinéma. Et j'en arrive d'ailleurs à mon point 3, l'impact très réel sur l'industrie que j'affectionne et dans laquelle je travaille. Connaissant le contexte dans lequel toutes ces cérémonies ont lieu, il paraît parfois souvent hors sol d'organiser des fastueuses soirées quand l'industrie n'a peut-être jamais été autant en crise, après une pandémie, des grèves, des tournages en berne, des nouveaux accords qui pénalisent parfois les artistes, et un processus de consolidation où un fils de milliardaire peut racheter la même année Paramount et Warner juste pour le kiff. Alors les chiffres ont leur importance quand on sait que par exemple les films nommés aux Oscars ont tendance à voir leur box-office exploser les semaines suivant l'annonce et particulièrement suivant la cérémonie en cas de victoire. Même sur Netflix, le documentaire The Perfect Neighbor qui est sorti l'année dernière et qui a été nommé aux Oscars a vu ses vues exploser sur la plateforme de streaming suite à l'annonce. Pour les acteurs et actrices, une nomination peut multiplier leur salaire par des facteurs assez insensés. Et ce genre de chiffres, je précise pas plus précisément, mais c'est vraiment assez impressionnant. In fine, avec tous ces chiffres, on retombe dans une forme de cynisme un peu mercantile, mais après tout, c'est la force du cinéma qui est autant un art qu'une industrie. La vision des pionniers du business hollywoodien comme Louis B. Mayer qui a ensuite créé les Oscars d'ailleurs en 1929 et de visionnaires techniques comme les frères Lumière, de révolutionnaires artistiques comme Alice Guy du côté français. En vérité, si j'aime les cérémonies de prix, c'est peut-être justement parce qu'elles incarnent à mon sens ce que le cinéma représente de plus beau, sincère, foutraque et cynique à la fois, un peu comme tous les films que j'aime le plus. Et ben merci beaucoup Rita, et je vais en profiter pour dire qu'on a fait un focus sur les Oscars et sur les Césars que vous pouvez redécouvrir. J'arrête pas de reconseiller nos focus, mais voilà, allez fouiller dans ce qu'on a déjà fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur cet épisode, on vous répondra dans le courrier des perchés de la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci à vous d'avoir fait le podcast avec moi et bonne semaine.